Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un live à 3h45, 3h49, allez, 3h49 du matin. Soyons fous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez suivi les séances d'essais libres de F3 et de F2 qu'il y a eu à des heures un peu plus humaines, à 22h50 et à minuit, qui ont été suivies de la séance d'essais libres 1 de F1 à 2h30 du matin. C'est merveilleux, mais c'est merveilleux le week-end australien, c'est c'est merveilleux. Et je sais pas pour quelle stratégie vous avez opté. Alors, je ne parle pas à ceux qui suivent la rediffusion sur YouTube. Non, je suis désolé, vous avez pris l'option de la facilité. Non, je parle à ceux qui sont là en live à 3h50 du matin. Est-ce que vous avez fait une nuit blanche est-ce que vous avez fait une nuit blanche et vous tenez encore jusque là, ou est-ce que vous vous êtes réveillé pour la qualification de F3 et de F2? C'est la première séance avec enjeu, on va dire, dans le week-end. Je vous avoue que moi j'ai pris l'option nuit blanche pour la simple et bonne raison que j'avais un concert. Pour ceux qui ont suivi le live de hier en quelque sorte, enfin c'était mercredi soir, mais on est vendredi 3h50, donc je sais pas comment on considère ça, mais voilà, j'étais en concert. Je vous recommande le concert d'Orelsan qui est excellent, excellent. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là, pardon. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. J'ai travaillé la journée, j'ai travaillé pendant la journée à l'hôpital. On est là pour suivre la qualification de Formule 3 sur l'Albert Park de Melbourne. Déjà, on va faire un petit point sur ce qu'il s'est passé du côté des essais libres. Alors, ah non, 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 on va pas montrer Canal+. Oula, 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 on a failli faire une grosse boulette. On a failli faire une grosse boulette, les enfants. Bah, de toute façon, ils censurent. Bon, c'est très bien. C'est très bien. Hum, Heureusement qu'ils censurent, parce que sinon je me faisais alors, si je me faisais strike à 3h51 du matin, ça aurait été une nuit assez compliquée. Alors, nous disions, voilà, plutôt cet écran-là qu'on va partager. Il y a eu les essais libres de F3, donc qui se sont passés à 22h50 heure française, avec Hugo Gochoukou qui a dominé les débats. Mais quand je dis dominer les débats, c'est 4 dixièmes d'avance. Je pense qu'à cette heure-là, personne te dénonce chez Canal. On sait jamais, on sait jamais. Moi, je suis toujours traumatisé de la fois où je me suis fait strike par la F2 parce que j'avais diffusé leur live timing officiel. Là, évidemment, pour ceux qui découvrent quand on fait des live react, ce n'est pas pareil que quand on fait des live streaming comme on a pu le faire sur la Formule Régionale Moyen-Orient ou sur la F4 Emirati pendant l'hiver. Forcément, je ne diffuse pas les courses. On va diffuser un live timing légal, donc pas le live timing officiel, que je montre ici maintenant à l'écran. Vous voyez. Euh, donc voilà, c'est ce live timing que je diffuserai. Parce que évidemment, bah, je n'ai pas le droit de diffuser les images de Canal. C'est pas très très légal, quoi. Bref, Ugo Ogochukwu a donc largement dominé la séance d'essais libres qui a été perturbée notamment par un moteur grillé pour Mattia Colnaghi. Mattia Colnaghi qui avait déjà eu quelques soucis moteurs lors des essais de pré-saison. Il s'était plaint en tout cas, il s'était plaint de sa voiture. MP a beaucoup essayé de travailler sur sa voiture pour comprendre ce qui n'allait pas et visiblement ils n'ont pas trouvé ce qui n'allait pas vu que le moteur est parti en fumée, ce qui a donné des images assez spectaculaires de la MP couleur Red Bull avec un petit peu en feu, on va dire, sur la ligne droite de départ arrivée. Mattia Colnaghi devrait quand même bien prendre le départ de cette qualification, mais bon, c'est pas un début de week-end idéal forcément pour lui, surtout qu'on sait que tous les pilotes qui sont rookies découvre un nouveau monde. Il passe de la formule régionale où on enchaîne les essais. En fait, on enchaîne, il y a 2 heures d'essais libres, parfois 3 heures, parfois des journées entières. Et là, tous les rookies ont 45 minutes d'essais libres. Donc, si parmi ces 45 minutes d'essais libres, tu grilles un moteur à mi-séance, ça fait que t'as pas beaucoup de roulage sur un circuit que tous les rookies découvrent, hein. Personne n'a jamais roulé sur ce circuit, que ce soit en F4, que ce soit en formule régionale, etc. Bonjour, en ce beau samedi nuit, mon téléphone a décidé de penser qu'il y a de l'eau dans le port, donc il ne charge plus. Eh bah, force à toi. Force à toi. Il fera la qualif, son nouveau moteur est prêt et lui aussi il va claquer la pole. En vrai, c'est un pronostic qui est possible. Qui est possible maintenant, comme je l'ai dit, moi je ne vois pas en F3 quelqu'un d'autre que Campos ou Trident.
Et au vu des résultats des essais libres, j'ai envie de dire Ugo Ogochukwu, qui me paraît en pleine confiance. Pour mon pronostic pour la pole en F3, c'est Ugo Ogochukwu, en pleine confiance là aux essais libres. Et en pleine confiance aux essais libres. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pleine confiance après son brillant titre en Formule régionale Océanie, où il a notamment battu Freddy Slater, l'autre grand favori. Triplé français, on peut rêver. Bah, en soi, voilà, Théophile est quatrième, Alessandro Giusti cinquième de cette séance d'essais libres. Pour Enzo Dellini, ça a été un petit peu plus compliqué, on l'a moins vu, 21e. Maintenant, la séance d'essais libres ne fait pas tout. La qualification est très particulière, on le sait. Il y a souvent de run de tentative, on va dire en quelque sorte, avec souvent une sorte de pause à mi-séance. La piste va aller en s'améliorant. On est dans un circuit semi-urbain, on va dire. Il peut y avoir, les murs sont assez proches, il peut y avoir des crashs, il peut y avoir des erreurs. Des crashs et des erreurs, il y en a eu, non pas tant en F3, en essai libre, mais en Formule 2, on aura l'occasion d'en reparler, puisque la qualification de F2 sera à 4h55 du matin, évidemment, on va la suivre, cette première qualification de l'année. 3h55, normalement, Canal devrait avoir lancé son live selon leurs horaires officiels. Je m'apprête à vérifier ça sur le champ. Non, ils n'ont pas lancé leur live. Je ferai en sorte, donc moi je regarde sur MyCanal, et donc je ferai en sorte de vous donner un petit peu des repères, notamment en début de séance, pour qu'on puisse se coordonner et avoir les, et suivre la qualification, on va dire, tous en même temps. S'il y a des gens qui ont 10 secondes d'avance, 10 secondes de retard, j'avoue que c'est un petit peu moins drôle. Le dernier en piste aura un giga avantage, que ce soit en essai de F3 ou de F2 ou de F1, les pistes n'arrêtaient pas d'améliorer. C'est le souci, c'est le charme, on pourra dire, mais c'est le souci et le charme des pistes qui ne sont utilisées que un week-end un week-end dans l'année en fait. Ouais, Zap Sport terminé. Moi, Formule 3, les qualifications, là j'ai la ville de Melbourne qui m'est montré le petit bandeau Formule 3 Grand Prix d'Australie, c'est la rentrée à Melbourne, le drapeau australien qu'on voit à l'écran. Et c'est Stéphane Gentil qui est au commentaire, c'est pas Anthony Drevet. Ça m'étonne un petit peu. J'imagine qu'Anthony Drevet doit avoir des impératifs ailleurs. Et bien du coup, je suis doublement content du coup de qu'on suive cette qualif du coup tous ensemble. IndyCar, je pense pour Anthony, bien vu, bien vu. Bah après, ouais, mais enfin alors j'ai vu qu'il avait fait un petit reel Insta ou quelque chose comme ça, hein, une petite vidéo aussi qu'il avait fait pour présenter l'IndyCar, mais d'habitude c'est pas lui le commentateur officiel. Alors qu'on nous montre le calendrier de la saison de Formule 3, l'Australie qui ouvre la saison, on a ensuite Bahreïn, évidemment cette manche de Bahreïn qui est en suspens, on va dire, avec la situation géopolitique actuelle au Moyen-Orient, Monaco, Barcelone, l'Autriche, Grande-Bretagne, Belgique, Hongrie, Italie, et enfin la finale, le 11 au 13 septembre, sur le nouveau circuit de Madrid. Vous pouvez voir ce calendrier que je peux afficher là, ça sera encore un peu plus cohérent si je le montre comme ça. Évidemment, l'un des enjeux principaux de cette saison, en tout cas pour nous auditeurs français, c'est surtout de suivre les pilotes français. 3 pilotes français, c'est le plus haut total, le plus gros contingent tricolore en Formule 3 depuis 2021. À l'époque, en 2021, ils étaient même 4, puisqu'il y avait Pierre-Louis Chauvet, Clément Novalak, Victor Martins et Rechad De Gerus. Aujourd'hui, ils sont 3, 2 pilotes redoublants que l'on connaît bien. Alessandro Giusti qui avait fini 10e avec 2 podiums, et Théophile qui avait fini 8e avec 3 podiums. Les 2 redoublants sont accompagnés d'un rookie qu'on connaît forcément très bien, sur la chaîne, parce qu'on le suit depuis ses tout débuts en monoplace, voire même sa partie en karting, Enzo Dellini, qui arrive donc chez Van Amersfoort et qu'on nous montre à l'image. Deuxième, minimiser mes erreurs, et troisième, pas avoir de regrets à la fin de l'année. Je sais que l'équipe, c'est une bonne équipe, la voiture elle est bien, donc je me sens bien pour montrer mon potentiel en Formule 3. La saison, ça va être de se battre devant, d'essayer de jouer le titre, ça va être le plus important. Je pense qu'on a le rythme, on l'a montré l'année dernière, donc il faudra concrétiser surtout. Et ce week-end, essayer de faire un week-end clean. On sait que Melbourne, ça peut vite passer d'un week-end bien à pas ouf. Il y a pas mal de risques de drapeau rouge en qualif, donc il faudra bien gérer ça. Mais après, faire un week-end clean avec pas mal de points à ramener. J'ai la chance de pouvoir rouler avec ce numéro 1 F3, donc c'est une belle opportunité. Et ouais, nouvelle saison, nouvelle équipe, plein d'ambition. J'ai travaillé très dur tout cet hiver
pour attaquer cette saison ici, que ce soit avec mon équipe, avec mon ingénieur. Je vais rien laisser au hasard, donc hâte de commencer. Théophile Naël, effectivement, avec le numéro 1, l'équipe Campos. Donc voilà, on a eu un petit peu nos 3 français. Je ne sais pas si vous avez pu bien les entendre, parce que j'avoue que j'ai mis le son assez faible, puisque vous n'êtes pas sans savoir que je ne suis pas tout seul dans cette maisonnée. Donc j'essaye de ne pas avoir un volume sonore trop haut. Maintenant, je ne réponds plus de rien si on a un triplé français. J'avoue que si on a un AL Giussi Deligny devant, je ne réponds plus de rien. Alors que la séance va être décalée un petit peu, enfin retardée en tout cas de 3 minutes. Elle ne partira pas à 4h, mais à 4h03 du matin. Alors je ne sais pas vraiment pourquoi. Triplé français, on réveille même les voisins. Oui, oui, non, mais c'est possible, hein. C'est possible. Je sors dans la résidence, j'allume tout. J'allume tout, je klaxonne, et je fais un tour de la ville, hein. Peut-être en attendant, avec ces 3 petites minutes de répit supplémentaire, je ne sais pas si vous avez suivi la séance d'essai libre 1 de F1, je sais que bon, voilà, on ressort, c'est pas trop le domaine de la chaîne, la F1, mais bon, on suit tout ça, évidemment. Purée, je m'attendais pas à autant de problèmes de fiabilité, ça me surprend, enfin... On a vu beaucoup plus de problèmes de fiabilité que sur les essais de Barcelone. Très 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 étonnant, je trouve. Maintenant, les performances aussi étaient assez surprenantes. Les équipes Mercedes étaient toutes un petit peu cachées, un petit peu à la traîne, ou avec des problèmes mécaniques ou ce genre de choses. Et Ferrari et Red Bull qui sont devant. Euh, bon voilà, cette saison de F1 m'attire énormément parce que je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Et donc on va voir ce que ça va donner sur ce premier week-end. Oui, pour moi, Mercedes enfin voilà, je fais toujours de Mercedes mes favoris, évidemment, mais, mais je sais pas, je trouve ça surprenant. Aussi McLaren qui a vraiment eu des problèmes de fiabilité sur les deux voitures, je crois, si je dis pas de bêtises, surtout sur Norris. Bon, c'est que des essais libres. On verra ce que ça donne lors de la séance de qualification, bien entendu. Ouais, donc voilà, pour revenir à la F3, si je devais faire un pronostic, je partirais plus sur Ugo Chukwu. Quels sont les objectifs à avoir pour nos Français? J'ai envie de dire battre leurs coéquipiers, même si je donne une pole d'Ugo Chukwu, ça voudra dire que Théophile Naël aura été battu. Donc il faut voir ce que ça peut donner. La piste ne va cesser de s'améliorer. Il risque d'y avoir des erreurs. Il risque d'y avoir des drapeaux jaunes, voire des drapeaux rouges, des interruptions. Donc peut-être que il faudra faire un temps représentatif, un temps compétitif dès les premiers tours. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce que peut être la suite de la séance. On ne sait pas vers quoi ça peut aller. Imaginons peut-être que tous les pilotes n'auront qu'un seul tour lancé en tout début de séance. Donc voilà, il va falloir maximiser les résultats. C'est un exercice assez différent que euh, une qualif de 30 minutes, c'est une qualif quand même assez longue. Les pneus Pirelli sont assez différents de ceux qu'ils ont pu avoir dans les précédents championnats. Bref, il y a plein de choses à apprendre. Maintenant, il y a eu des essais de pré-saison, il y a eu des essais d'après-saison de l'an dernier. Voilà, normalement toutes les équipes ont travaillé pour ce moment, pour cette première qualification sur le circuit de Melbourne sur l'Albert Park, alors que le feu rouge clignotant au bout de la voie des stands devrait bientôt passer au vert et on voit le rétro d'Alessandro Giusti, le jeune pilote Williams manager The Grid, tout comme Enzo Deligny, donc l'agence de management derrière Pierre Gasly et Isaac Hadjar notamment. Et d'ailleurs, on voit que les MP vont être les premières à prendre la piste. On voit d'ailleurs, voilà, Mattia Colnaghi livrer Red Bull, Tuka Taponen livrer MP, même si c'est un pilote Ferrari, mais Ferrari ne met pas de livret Ferrari sur ses jeunes pilotes. Et Alessandro Giusti, oui voilà, bon, tout le monde part en même temps, les MP devant, les Tridents, ensuite je crois qu'on a les Campos, si je ne dis pas de bêtises, on a les Campos en effet. Déçu de pas voir Freddy avec une livrée Audi, ouais c'est vrai que ça se limite que à quelques petits logos. C'est vrai que c'est un petit peu décevant. Franchement, si ça tenait qu'à moi, il faudrait des livrées pour chaque constructeur. Il faudrait que Taponen ait une livrée Ferrari, il faudrait que, je sais pas, même Boya en F2, il ait une livrée Aston Martin, il faudrait que... Enfin voilà, c'est un peu dommage que certaines équipes ne jouent pas le jeu à 100%. Alors qu'on voit que c'est Rodin qui ne se presse pas spécialement pour y aller.
Bon, ils vont quand même sortir avec les autres, mais ils sortent en dernier. Ils ne se sont pas précipités sur la piste non plus, Rodin. Rodin qui a fait du bon travail hein, lors de la séance d'essai libre avec Brando Badouer qui s'est montré aux avant-postes. Brando Badouer, on sait qu'il doit se racheter après une saison 2025 extrêmement compliquée, hein. Il était à l'époque pilote McLaren avec Prema, il sortait d'une excellente saison de Freca et ça a viré au désastre. Il a vraiment été en toute queue de peloton. Il y a eu un petit peu de mieux sur la fin d'année, mais c'était à des années-lumière de ses attentes. Alors que là, on est en caméra embarquée avec Tuka Taponen, spécificité de la F3. Il n'y a qu'assez peu de caméras embarquées, il n'y a pas de caméra embarquée pour tout le monde. Et donc en l'occurrence, il n'y aura pas de caméra embarquée sur Alessandro Giusti parce que c'est son coéquipier Tuka Taponen qui bénéficie d'une caméra embarquée. Tuka Taponen qui avait été très en verve hein, sur les essais de pré-saison. On voit un petit peu son palmarès qui est incomplet d'ailleurs. Il ne montre pas qu'il a été champion de Formule Régionale Moyen-Orient notamment, mais voilà, c'est l'un des pilotes les plus cotés de cette grille, le pilote de 19 ans, le pilote finlandais de la Scuderia Ferrari Driver Academy. Si Boya il a juste la livrée et pas le moteur Aston, c'est bon. Vraiment, Aston, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, hein. Ils ont fait 3 tours. 3 tours Alonso et Stroll combinés, hein. C'est exceptionnel. Mattia Kolnaghi est le premier pilote en piste et le premier pilote qui va passer sur la ligne de départ pour aller enclencher officiellement un tour chrono. Bon, pour le moment, ce n'est pas des tours représentatifs. Mattia Kolnaghi, évidemment, c'est l'un des rookies les plus surveillés. Alors, au-delà du fait que son moteur est parti en fumée ce matin ou hier soir, si on veut dire, pendant la séance d'essai libre, c'est évidemment un pilote au palmarès parfait, en quelque sorte, parce qu'il a été champion, il a fait 2 saisons de monoplace, champion de F4 espagnol sur la première et champion d'Eurocup 3 sur sa deuxième. Bon, bah voilà, 2 saisons, 2 catégories, 2 titres, c'est plutôt pas mal, donc on peut comprendre pourquoi Red Bull l'a recruté. C'est un pilote en plus très jeune, c'est un pilote de la génération 2008, comme Freddy Slater, comme Enzo Dellini notamment. Très marrant de voir toutes les équipes à la chaîne, ouais, mais on voit déjà qu'il y a des pilotes qui sont sur des stratégies de chauffe de pneus un petit peu différentes. On a vu qu'il y avait un petit peu de bataille entre les ART et les Prema. Et si Eusenroder faisait la pole, on n'avait pas l'air de se diriger vers ça pendant les essais. Et Patrick Eusenroder, il est chaud. Il a roulé les 2 derniers week-ends et en Eurocup 3, Spanish Winter Championship, le championnat hivernal d'Eurocup 3 qui reste son programme principal. Si vous débarquez un peu et que vous n'avez pas suivi les dernières informations, Ernesto Rivera, pilote Red Bull, est forfait pour cette manche, pilote Campos. Il est forfait pour cette manche à cause de son accident qu'il a eu en Formule Régionale Océanie où il s'est blessé au niveau du dos. Et donc c'est Patrick Eusenroder, pilote Campos en Eurocup 3, qui va faire la saison complète avec Campos en Eurocup 3, qui le remplace. Qui évolue à domicile, donc à l'âge de 20 ans, vice-champion GB3. Bon, ça serait quand même une très très grande surprise, ça serait une très belle histoire, mais même s'il est en forme, il a roulé sur les 2 derniers week-ends à Portimao et Jalama en Eurocup 3, il a quand même été assez loin de ses coéquipiers, donc le voir performer en F3, alors qu'il vient un petit peu à la dernière minute, ce serait assez surprenant. Mattia Kolnaghi qui va aller déclencher un premier tour représentatif, on va dire, parce que la Tuca Taponen est pour le moment en tête avec un chrono de 1,52, ça va aller beaucoup plus vite. On suit Mattia Kolnaghi, on voit que il y a un trop plein d'essence en quelque sorte, c'est ça, cette petite fumée qui se dégage à l'arrière de cette Dallara F3 2025, deuxième année d'exploitation de cette nouvelle voiture. Alors que Tuka Taponen, pour l'instant, il est en violet en 33-0 dans le premier secteur, pas très surprenant, 32-7, ça va beaucoup plus rapide pour Mattia Kolnaghi, alors que je vois qu'on a un petit décalage, que je vais essayer de décaler pour le live timing. C'est Freddy Slater qui est le plus rapide, 32,5 sur le premier secteur. Freddy Slater évidemment le grand favori qui s'est montré un petit peu, qui s'est un petit peu caché lors des essais libres. On l'a pas vraiment vu avec une 14e place assez anonyme. Maintenant la séance de qualification va être longue, mais là Freddy Slater il est en train de faire très mal dès le premier tour. 32,5, 21,6, il a les deux meilleurs, les deux secteurs en violet.
En caméra embarquée avec Tuka Taponen qui va signer le premier tour chrono. Ça ne devrait pas rester très longtemps à la première place. Parce qu'un certain Freddy Slater arrive. Tuka Taponen signe, voilà, 1:36,051. Mais déjà, son coéquipier Mattia Kolnagi va arriver. Est-ce que ça va être plus rapide? Oh oui, déjà 9 dixièmes. 9 dixièmes, il y a dû avoir quand même une petite erreur pour Tuka Taponen. Et Slater qui s'est manqué. Slater qui s'est manqué sur le dernier secteur. Il a perdu 3 dixièmes et c'est Noah Stromstad, son coéquipier, qui est devant. Petite surprise. Petite surprise. Maintenant, il reste 23 minutes. Tous les pilotes qui ont fait ce temps vont aller refroidir un petit peu leur gomme, visiblement. Ugo Chukwu qui passe au premier rang, on l'a pas vraiment suivi. Théophile Nael qui passe quatrième également. On essaie de voir où est notre troisième français, Enzo Dellini. Il n'est pas encore là. Enzo Dellini qui a un 32,8, c'est pas mal comme premier secteur pour le pilote franco-chinois, 21,5. C'est pas mal le chrono qu'est en train de faire Enzo Dellini. Maintenant, faut pas faire comme Slater, il faut vraiment aller jusqu'au bout de son effort, puisque on voit là, Freddy Slater, il a perdu 6 dixièmes sur le dernier secteur sur un Ugo Chukwu par exemple. Allez, Enzo Dellini sur... non, toujours pas. Enzo Dellini sur la ligne. Taito Kato qui monte au 5e rang, le pilote japonais. Ah, Théophile Nael qui a perdu son meilleur temps. J'aimerais bien qu'on voit Enzo Dellini passer sur la ligne, parce qu'il avait l'air parti pour un bon temps. Pedro Clerot au 12e rang. Christian Ho au 11e. On a les pilotes Rodin. Bon, écoutez, je suis passé à côté. Non, Enzo Dellini qui monte au 12e rang. Alors, on rappelle aussi, le 12e rang, c'est une place qui pourrait être idéale, qui peut être un objectif peut-être pour Enzo Dellini, car on rappelle que il y a deux courses, la course sprint et la course principale. La course principale offre plus de points et est déterminée selon le classement des qualifications. Mais la course sprint qui aura lieu demain est déterminée selon une grille inversée, et on inverse le top 12. Donc la 12e place potentiellement peut être très 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 intéressante. Évidemment, la qualification est encore très longue, et il va falloir aller jusqu'au bout de ces 21 minutes 54, alors qu'on voit que voilà, là qu'on a la confirmation, Théophile Nael a vu son meilleur temps, son unique temps annulé. Il est allé au large au niveau du virage 6. Et on repart pour un deuxième tour chrono. Là, on suit Noah Stromstad, qui n'a plus de soutien de Mercedes, qui est maintenant de nouveau un pilote indépendant. Le pilote danois de 18 ans, dans l'année de ses 19. Naël à 36 secondes, est-ce la fin de son parcours? Devrait-on déjà revendre les parts de la Naël Industrie? Merci. Je pense que la qualification est encore longue et qu'on ne peut pas s'emballer. Stromstad qui n'améliore pas. Alors ça c'est un petit peu étonnant qu'il n'améliore pas. Tuka Taponen lui améliore bien. Tuka Taponen d'ailleurs qui avait signé le premier chrono de référence, mais qui était le premier pilote à passer sur la ligne, qui n'est que 20e actuellement. 33,0, 21,7, c'est déjà un petit peu mieux pour le Finlandais. Alors Stormtrend, non, il n'améliore absolument pas, et d'ailleurs très peu de pilotes améliorent. À noter pour le moment, Fionn McLaughlin, surprenant 9e. C'est pas mal du tout comme début de qualification pour le pilote irlandais. Le pilote high-tech qui a vécu un hiver désastreux en Océanie, champion de F4 britannique. Et Tuka Taponen, Tuka Taponen coupe son effort et rentre au stand, alors qu'il y a un drapeau jaune qui est agité. Un drapeau jaune qui est agité, il n'y a pas marqué de secteur. Est-ce qu'il y a un pilote qui est parti à la faute? C'est pas Taponen. Et écoute, drapeau rouge, Est-ce que c'est Mattia Kolnagi? Non, Mattia Kolnagi est rentré au stand. Pour le moment, on nous montre personne. Et c'est une Trident, c'est celle de Matteo De Palo. C'est celle de Matteo De Palo, le pilote McLaren qui est parti à la faute dès le début de la séance de qualification. On en parlait en preview, mais Matteo De Palo, ça, voilà, attention à ne pas l'avoir vu trop beau, trop rapidement. Mais là, Matteo De Palo, le vice-champion FRECA, celui qui avait challengé Freddy Slater jusqu'à la finale en FRECA, est parti à la faute, ouais, dans la sorte de chicane rapide, et il a pris directement le mur, il a détruit sa Trident. Bon, enfin voilà, le pilote va bien, c'est un crash
pas à haute cinétique, on va dire, mais assez suffisant pour très sérieusement endommager sa voiture, un peu endommager les barrières aussi. Mais donc voilà, notre premier drapeau rouge. Euh, on essaie de voir où est-ce qu'il la perd. Ah, il la perd à l'entrée du virage à droite. Euh, il a même pas le temps de passer sur le vibreur et voilà, il part directement dans les graviers et va collecter les Tech Pro. Matteo De Palo, hein, jeune pilote McLaren, fraîche recrue du programme de développement de pilote McLaren. Et malheureusement, ça se passe pas de la meilleure des façons pour l'Italien, qui était pourtant cinquième. Alors, vous allez me dire ses coéquipiers étaient deuxième et troisième, mais il était quand même cinquième. Bon, tous les pilotes vont rentrer au stand. J'espère qu'il n'y aura pas trop de perte de temps, on va dire. Parce qu'il a quand même tapé les Tech Pro. Je ne sais pas si ça peut avoir un effet. Euh, si l'intervention peut prendre un peu plus de temps. Bah, à peine hors trajectoire et c'est fini, bah, on sent que la piste est très sale et tu fais le moindre écart hors de la trajectoire et c'est piégé. Et t'es piégé, ouais. Alors, pourquoi on nous montre Nandavoud Biron Bagdi? Non, qu'on pousse dans la voie des stands. Et non, je pense que c'était juste un changement de caméra un petit peu hasardeux. Ou est-ce qu'il y a une petite alerte mécanique sur la Dams de Biron Bagdi? Hugo a décidé de montrer c'était qui le patron aujourd'hui, j'ai l'impression. Est-ce que tu dis ça parce qu'il a 4 dixièmes d'avance sur tout le monde, comme en essai libre ce matin? Pour le moment, c'est vrai qu'il fait très 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 forte impression. On peut pas dire que... Voilà, il fait partie de ses favoris, il fait partie des 3 gros favoris au titre, du fait de sa voiture, du fait de son talent, du fait de sa saison hivernale. Euh, pour l'instant, ouais, première journée de F3 assez impressionnante. Évidemment, ça tranche avec le début de qualification de Théo Final, mais bon, voilà, il n'y a eu qu'un seul tour chrono pour tout le monde. Et Théo Final a vu son unique temps être annulé. Par ailleurs, voilà, Matteo De Palo, il ne va pas garder normalement son 1:35-113. Voilà, erreur de pilotage, il a provoqué un drapeau rouge. On va lui enlever son meilleur temps. Et donc, il partira dernier normalement. Honnêtement, je le mettais avec Slater avant la saison pour la bataille pour le titre, avec Stromstead un peu derrière eux. J'avoue que Stromstead, je ne le vois pas passer un cap. Maintenant, euh, il a été quand même sixième l'an passé, Noah Stromstead. C'est l'un des redoublants les plus haut placés. Euh, mais voilà, on a du mal à le voir avoir ce truc en plus qui pourrait le voir jouer le titre, on va dire. Noah Stromstead, que j'avais pronostiqué cinquième, je crois, dans mes pronostics. Bon, il passerait de la sixième à la cinquième place. Ce serait pas exceptionnel, mais voilà. Visiblement, ça a contrarié Ugo Chukwu d'être lâché par McLaren. Ça peut donner, ou soit il y a des pilotes qui peuvent un petit peu s'effondrer, ou soit il y a des pilotes qui peuvent se révéler et qui peuvent montrer que ça leur donne un surplus de motivation d'être lâché par l'académie. En plus, c'est pas n'importe quelle académie, je veux dire, à un certain moment, Ugo Chukwu était le seul pilote de l'académie McLaren. Il y a un moment, l'académie McLaren, c'était que Ugo Chukwu que certains chez McLaren avaient propulsé au rang de futur Lewis Hamilton peut-être un petit peu vite. Voilà, maintenant la saison est encore très longue, on n'a même pas fait 10 minutes dans cette séance de qualification, on n'a même pas fait un tiers. Voilà, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que son début de saison est très très bon, surtout on voit ce qu'il a fait en Océanie, en Nouvelle-Zélande. Certes, c'était un championnat hivernal, un championnat de préparation, mais ça a été impressionnant de rapidité, pas tant de solidité, j'ai envie de dire, parce qu'on l'a vu faire des erreurs un petit peu trop souvent, mais impressionnant de rapidité. La rapidité, la pointe de vitesse, Ugo Chukwu, ça il l'a toujours eu, que ce soit en karting, en F4, il l'a toujours eu, vainqueur du Grand Prix de Macao en 2024. Ce qui a toujours pêché avec lui, c'est sa régularité, c'est sa propension à faire des erreurs, malheureusement. Oui, et on l'a vu même sur sa saison de F3, car Ugo Chukwu est redoublant, c'est sa deuxième année. Sa première était chez Prema. Et sur la deuxième moitié de saison, il y a vraiment eu des moments où il aurait pu enchaîner les podiums, mais il y a eu beaucoup de
petites erreurs, parfois même de grosses erreurs, qui ont fait que des podiums se sont transformés en abandon ou en quelques points sauvés. Mais en pointe de vitesse pure, malgré le fait qu'il était dans une préma un petit peu englué dans le milieu de peloton, bah, il s'était pas mal débrouillé quand même. Il s'était pas mal débrouillé, mais il y avait des erreurs, il y avait trop de déchets. Donc Hugo va pas être récupéré par Cadillac, un jeune pilote américain, ça peut être intéressant pour eux. C'est une théorie qui peut être intéressante. C'est une théorie qui peut être intéressante, surtout si on veut... Allez, extrapolons un petit peu. Imaginons que... Là, vraiment, on fait une extrapolation sur une séance d'essai libre de F3, une séance d'essai libre de F2 et 10 minutes de qualif de F3. Imaginons que Colton Herta floppe totalement, puisqu'on rappelle, il s'est crashé. Il a été l'un des deux pilotes qui s'est crashé lors de la séance d'essai libre de F2. Imaginons que Colton Herta floppe complètement en F2. Ça pourrait être carrément logique pour Cadillac d'aller recruter un Hugo Choukou qui est un pilote très populaire, très médiatique, euh, qui est américain, évidemment, qui peut peut-être avoir un potentiel de F1, mais ça, il faut être, il faut qu'il ait la régularité qui lui manque pour le moment. Intéressant pour eux, mais pas pour Hugo, je pense, au projet Cadillac, j'ai peur. Bah, je pense pas que Hugo Choukou soit tellement en position de faire la fine bouche, puisque je ne le vois pas dans une autre académie où il aurait sa chance pour aller en F1. Ou alors, potentiellement, on peut l'imaginer, je sais qu'il y avait eu des micro-rumeurs pour qu'il aille chez Alpine, mais est-ce que aller chez Alpine, c'est un bon plan pour avoir une place en F1 ensuite? Je suis pas forcément convaincu. Franchement, Gochoukou chez Cadillac, moi j'aime bien l'idée, hein. J'aime bien l'idée de Pauline dans le chat, hein. Même sans flop Herta, Bottas Perez, ça va probablement pas atteindre 2030. Non, mais non, ça va pas atteindre 2030. Déjà, si les deux atteignent 2027, c'est pas mal. Mais ensuite, 2028 minimum, il y a au moins Bottas qui part. Alors que le drapeau vert va être agité, qu'on va pouvoir reprendre la séance de qualification. Et c'est reparti, les MP ouvrent la danse. Et on a les tridents, enfin seulement deux tridents, puisque celle de Matteo De Palo manque à l'appel. Les Campos, on a les dames, ceux derrière. D'ailleurs, vous voyez la Campos numéro 1 là, de Théophile Naël à l'image, suivie de la 2 d'Ugo Choukou, et la Campos numéro 3 qui est livrée noire, qui est sans sticker, sans autocollant, parce que normalement, bah, c'est une livrée Red Bull. La livrée Red Bull d'Ernesto Rivera, sauf que Rivera est forfait, donc il est remplacé par Rosenroder qui n'est pas soutenu par Red Bull, donc on a juste enlevé tous les stickers, donc ça donne cette couleur un petit peu bizarre. Alpine, il récupère tous les pilotes avec potentiel que personne veut, puis quand une place se libère, ils prennent un jeune d'une autre écurie qui paie un salaire de Verstappen. Bah, c'est... Voilà, on rappelle qu'ils avaient quand même beaucoup de pilotes dans leur académie, du style Paul Aron, du style Gabriel Imini, du style tout ça, et qu'ils ont préféré aller chercher un Franco Colapinto. Euh, voilà, qu'ils ont préféré acheter à la concurrence à hauteur de 20 millions d'euros. Pour le moment, on peut pas dire que ça soit spécialement rentable, même si je pense qu'il a un vrai talent et il peut rester en F1 quelque temps. Euh, quel signal t'envoie à Alpine, quel signal t'envoie à ton académie quand tu vas recruter un pilote pas spécialement, qui n'a pas spécialement éclaboussé de son talent, même si ses premiers Grands Prix chez Williams c'était très intéressant. Bon voilà, t'envoies un signal assez désastreux quand même, hein, on va pas se le cacher. On est en caméra embarquée avec Freddy Slater. Freddy Slater, le grandissime favori. Non mais c'est quoi ce palmarès 2022 champion des Ginetta Junior hivernal, 2023 champion de Ginetta, 2024 champion de F4 italienne, 2025 champion de Freca. Bon, eh bien excusez-nous monsieur Freddy Slater. Est-ce que du coup 2026 ce sera l'année où il ajoutera la F3 à son palmarès? Ce n'est pas impossible. Évidemment, on sait que c'est un jeune pilote Audi, c'est le seul jeune pilote Audi avec quand même, on peut noter Emma Felbermayer, qui est la représentante en F1 Academy de Audi, mais sinon c'est le seul pilote de l'académie. L'académie qui est chapeautée par Alan McNish, l'ancien pilote F1, l'ancien vainqueur des 24 heures du Mans. Évidemment, Freddy Slater, il a un baquet de F1 entre ses mains.
hein. Il a un volant de F1 entre ses mains d'ici 2028, si les saisons de F2, enfin de F3 et de F2 se passent comme prévu. Mais voilà, sa trajectoire est toute tracée, j'ai envie de dire. On peut déjà l'imaginer chez Invicta en F2 l'an prochain, et on peut déjà l'imaginer chez Audi F1 en 2028 à la place d'Hülkenberg. Malheureusement pour Slater, il y a désormais un vrai pilote qui se dresse puisque Naël est là. Alors pour le moment, Naël est à la 30e place puisque son tour a été annulé. Euh, et pour le moment, l'adversaire principal de Freddy Slater, c'est plutôt Ugo Ugochukwu qui a mangé je sais pas quoi ce matin, mais qui est très 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 en forme sur l'Albert Park, en tout cas pour le moment. Je descends un petit peu dans le classement. D'ailleurs, je suis en train de voir que Jin Nakamura est derrière Théophile Naël, donc je pense que lui aussi il a dû voir son temps annulé. On n'a pas vu de message. En tout cas, moi je ne l'ai pas vu. Mais, euh, mais Nakamura avait un chrono, hein, donc le pilote Toyota a dû perdre son meilleur temps, je pense. Euh, D'ailleurs, hein, la compose du réserviste Patrick Eusenroder est 26e, donc il n'a pas réussi à se mettre en évidence sur son premier chrono. D'ailleurs, Enzo Dellini, par rapport à ses coéquipiers, on fait un petit point sur où sont nos Français après cette première tentative. On a Alessandro Giusti qui est juste derrière Mattia Colnaghi, qui a fait un gros premier tour quand même, hein. Le pilote est argentin, puisqu'il est désormais argentin. Euh, Double nationalité italo-argentine, mais après avoir eu la licence italienne, il a désormais la licence argentine. Et d'ailleurs, Mattia Colnaghi, on le voit à l'image, grosse attaque là sur le premier virage. Donc Alessandro Giusti est pour le moment 7ème, et Enzo Dellini est 12ème, derrière Bruno Delpino, qui est redoublant, qui est son coéquipier, et largement devant Yu Yamakoshi, qui est pour l'instant 23ème. Allez, on suit le premier secteur de Mattia Colnaghi. Elle est belle cette nouvelle livrée Red Bull. Est-ce qu'elle est rapide? Ça pourrait être mieux, en tout cas, il n'améliore pas son premier secteur, mais ça reste quand même un bon premier secteur de la part de Colnaghi, alors que Giusti, lui, est plus rapide. Giusti est plus rapide, très bon premier secteur, la 32,6, c'est dans les chronos d'Ugochukwu, c'est quelques millièmes plus lent que ce qu'a fait Ugochukwu, mais c'est un très bon premier secteur, là, pour Alessandro Giusti, même si la réalisation fait tout pour l'éviter, et ne cesse de montrer que Taponen ou Colnaghi. Ah, voilà, il commence à montrer Giusti, Taponen. Giusti qui avait fait un 21,5, c'est un très bon deuxième secteur. Faut aller jusqu'au bout de l'effort, faire un gros chrono. Mais Tuka Taponen est aussi sur un gros chrono aussi, hein. C'est Tuka Taponen, j'ai l'impression que ça glisse un petit peu là sur sa fin de tour. Oh oui, ça glisse un petit peu là, la fin de tour de Tuka Taponen, qui ont les pneus qui surchauffent peut-être un petit peu. Ugochukwu qui est allumé en violet dans le deuxième secteur, mais qui n'a pas amélioré dans le premier. Tuka Taponen sur la ligne, ça va remonter au 6ème rang, juste devant Colnaghi et Giusti. Giusti sur la ligne, quatrième temps. Quatrième temps, mais oh, Ugochukwu qui a dû avoir une erreur. En tout cas, il a un problème d'aileron avant. Il a un problème d'aileron avant, Ugochukwu, et donc il va devoir rentrer au stand, avorter sa tentative. Est-ce qu'il y a d'autres dégâts? Mais Ugochukwu a un aileron avant complètement de travers. Est-ce qu'il y a eu un contact avec un autre pilote? Il venait de signer le meilleur deuxième secteur absolu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a aussi une dame là qui rentre au stand. On revoit ce qui s'est passé. Et encore, et encore, et encore. C'est exactement ce que je vous avais dit. Ce pilote est tellement rapide, mais, il fait des erreurs. Il fait des erreurs. Alors que là, James Wharton a sorti un gros temps. Oh, attention les prémas qui se sont réveillés. Wharton qui est deuxième, Garfias qui est quatrième. Mais voilà, ouais, il en fait un petit peu trop, il en fait un petit peu trop. Alors pour le moment, ça pose pas de souci, hein, il est toujours en tête de cette qualification, même largement avec 4 dixièmes d'avance. Mais voilà, ce genre d'erreur qui continue de coûter aux pilotes américains. Taito Kato qui n'améliore pas finalement, alors que Maciej Gladic améliore. Oh, très beau chrono là de la part du pilote ART qui monte à la 6ème place. Qu'est-ce que ça donne là pour nos Français? Enzo Dellini 32,6, 21,5. C'est un bon tour là qu'il est en train de faire le Français. Enzo Dellini qui remonte au 7ème rang. Ça, c'est un bon chrono. Et ça le place devant ses coéquipiers.
On voit là ce qui s'est passé pour Noah Stromstred. Est-ce qu'il a été un peu au-delà des limites? Eh bien oui, il a été largement au-delà des limites de la piste même. Où en est Théophile Naël? Théophile Naël qui il n'a toujours pas signé de gros chrono, hein. Il n'a pas signé de chrono. Et il reste pour le moment cantonné à cette dernière place. On n'a pas vraiment vu ce qui s'était passé. Alors on a vu qu'il était juste devant Ugo Chukwu et que Ugo Chukwu avait peut-être un petit peu trop d'aspiration et du coup a peut-être été un petit peu déventé. Mais pour le moment, Théophile Naël n'a toujours pas signé de temps représentatif et mais ben pour le moment, le meilleur français, on ne s'y attendait pas forcément, mais c'est Enzo Dellini qui est septième. Alors un petit point sur le classement. Ugo Chukwu qui est en tête devant vraiment Prema qui a sorti les chevaux un peu plus tôt que prévu. Hein. Ugo Chukwu qui est devant Wharton, on a ensuite Stromsted, José Garfias quatrième. Alors ça, je pense que oui voilà, je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui l'avait dans son bingo. Ah bah alors on lui a porté la poisse. José Garfias qui a vu son meilleur temps annulé, il descend au 20e rang. Euh, Alors que là, on voit Pedro Clerot, ouais, qui a coupé le virage 1. Pedro Clerot qui est 21e. Début de qualification un petit peu compliqué pour le pilote Rodin qui est passé près de la correctionnelle ensuite sur le deuxième virage. Je viens de comprendre que Aidé c'était Deligny. Oui, c'est pas Del. Le code de 3 lettres qu'on voit sur les classements, ce n'est pas Del pour Deligny, pour la simple et bonne raison qu'il y a aussi son coéquipier, Bruno Del Pino. Donc on a Enzo Dellini, E2, et Bruno Del Pino, B2. Alors Canatoli voit aussi son meilleur temps annulé, beaucoup d'annulations pour Track Limits. On suit la fin du tour de Nicolas Lacorte, le pilote italien de chez Dams. Et Théophile qui est reparti pour un vrai tour, qui a amélioré dans ses premiers deuxième secteurs. De toute façon, il pouvait difficilement faire pire, j'ai envie de dire. Allez, Théophile qui est dans le dernier virage. Il faut au moins sécuriser un bon chrono, histoire de le mettre dans le top 12 si possible, ça serait l'idéal. Théophile qui passe sur la ligne quatrième temps. Ok, on respire un petit peu mieux. Maintenant, dans le clan Campos, voilà, un temps représentatif. Maintenant, on va espérer que tout se passe bien du côté des track limits. Mais voilà, il va faire du bien déjà ce chrono pour Théophile. Ugo Chukwu qui se plaint a priori du trafic dans les tours de chauffe et qui ne sait pas ce que Naël a fait lors du tour de chauffe. Bah, il faisait sa vie et toi, je pense que t'as été déventé car t'étais trop proche et que du coup, t'es sorti de la piste. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. 5 dixièmes, oui, alors c'est vrai que pour le moment, le meilleur tour de Naël, certes il est quatrième, mais il est à plus de 4 dixièmes d'Ugo Chukwu. On a Enzo Dellini là, qui rentre au stand, pour le moment septième, hein, ça serait vraiment une sacrée perf là, du français. Même si parmi les autres grosses perfs là, chez les rookies, alors chez les rookies, pour le moment, le meilleur rookie, ça serait Freddy Slater, bon, qui est cinquième pour le moment, mais ensuite ce serait Maciej Gladish, gros début de qualif pour l'instant du pilote polonais de chez ART. Qualif très ouverte hein, pour le moment, on n'a pas tant la... Alors certes, on retrouve les Campos, on retrouve les Tridents devant, mais voilà, on voit les Prema, les ART, les Van Amersfoort, les Rodin, les MP qui sont un petit peu en retrait, je trouve. Maintenant, voilà, il reste 8 minutes. Et les pilotes sortent de la voie des stands pour faire un nouveau tour chrono, je pense, pour potentiellement faire leur dernier tour chrono. Donc avec peu d'essence. Une piste un petit peu plus nettoyée, on va dire. Pour le moment, si on en restait comme ça, imaginons qu'il y ait un drapeau rouge qui vient interrompre les débats. Ce serait Taito Kato, hein, qui est 12e et qui aurait la pole position pour la course sprint à grille inversée. Louis Sharp serait 2 et Alessandro Giusti 3, mais bon, voilà, tant de choses peuvent encore changer.
Quel flex pour Ogochukwu d'être le seul à avoir son prénom écrit devant son temps. J'avoue que c'est bien pratique. C'est vrai. Ogochukwu justement à l'image, avec son casque, j'ai pas envie de dire mythique, mais un petit peu quand même, hein. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est l'un des casques les plus simples, mais les plus reconnaissables. Et voilà, on le repère assez facilement avec son casque tout de blanc, gris argent, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un design très, très épuré, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais qu'il ne cesse de garder depuis des années. On a Maciej Gladish à l'image. Ça fait plaisir de voir les ART à la bataille. On sait qu'ils ont une saison 2025 en Formule 3 un petit peu compliquée, même si Tuka Taponen a un petit peu sauvé les meubles. Et là, pour le moment, ils ont deux voitures dans le top 12. On tente de voir un petit peu les autres pilotes. Bon, Matteo De Palo qui est 14e, Taponen qui est 15, Colnaghi 17. Oh, il y a décidément, Mattia Colnaghi, il a une journée chaotique. Et a priori, il y a un incident de d'Unsafree qui a été noté, donc a priori dans la voie des stands. On n'a pas vu ce qui s'était passé. On montre Enzo Dellini ici. Fionn McLaughlin qui est retombé au 19e rang après un très bon début de qualif. Il reste 6 minutes. Je pense qu'on va partir pour peut-être un dernier tour pour tout le monde, ou peut-être 2 tours, si les pneus peuvent encore tenir le choc. Enzo Dellini qui s'élance et qui va réchauffer ses pneus. Donc on va encore attendre un peu. On va revoir l'Unsafree de Colnaghi qui a dû gêner la Trident de Freddy Slater. Ouais, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme, hein. Enfin, je veux dire, il y avait encore de la marge. Enfin, il y avait encore de la marge. Pour moi, il n'y a pas de pénalité à avoir pour ça, mais c'est léger comme incident, très honnêtement. Ce serait dommage de pénaliser le pilote pour ça, mais bon, on verra, les commissaires vont devoir travailler dessus. Allez, Hugo Choku qui va repartir pour un nouveau tour chrono. Pour le moment, c'est le pilote à battre, seul sur sa planète, avec 4 dixièmes d'avance. C'est stratosphérique hein, ce qu'il a fait pour le moment sur ce début de qualification, sur ce début de journée. Le pilote américain. Alors que pour le moment, on a Théo Finel qui est toujours au stand. Il est rentré un petit peu tard au stand. Donc il va être l'un des derniers à prendre la piste. Hein. 5 millièmes de retard pour Hugo Chukwu. Et c'est Colnaghi, là, Colnaghi qui allume en violet 32,5. Freddy Slater 32,5 aussi. James Wharton 32,5. Oh, attention, il va. Ah bon, pas d'enquête pour Colnaghi pour Unsafree. Il va pouvoir se concentrer sur la fin de son tour. C'est une bonne nouvelle pour lui. 21,6. 21,6 dans le deuxième secteur pour Mattia Colnaghi. 26 millièmes de retard sur Hugo Chukwu. Hugo Chukwu qui n'améliore pas pendant ce temps-là. Attention, la pole, elle n'est pas faite. Hein. Elle n'est pas faite pour le pilote américain. Surtout que Freddy Slater, là, est en train de faire un gros chrono. Et il y a pour l'instant 2 dixièmes d'avance après le deuxième secteur. Et James Wharton, 21,4. James Wharton est aussi en train de faire un très gros chrono. Peut-être que la pole position va se jouer entre James Wharton et Freddy Slater. Hugo Chukwu qui va en terminer avec son tour. Attention à ce dernier virage hein, qui a déjà piégé des pilotes par le passé. Hugo Chukwu sur la ligne. Ça ne va pas améliorer, c'est très loin. Même Mattia Colnaghi qui va passer, remonter au deuxième rang. Très très gros tour du pilote argentin, mais là la pole est pour le moment en train de se jouer entre Freddy Slater et James Wharton. Freddy Slater qui va passer un... Eh bien non, ça va être derrière Hugo Chukwu. Ça va être derrière et James Wharton qui a lâché aussi. James Wharton qui a lâché sur son dernier secteur. Le dernier secteur d'Hugo Chukwu avait été assez phénoménal. Alessandro Giusti qui monte au 7ème rang, ça c'est positif. Et c'est surtout devant Tuka Taponen, même si c'est derrière Mattia Colnaghi. Hein. Mattia Colnaghi qui fait une très grosse impression. Qu'est-ce que fait Théo Finel encore au stand? Alors Théo Finel sort maintenant des stands. Il va devoir chauffer ses gommes très 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 rapidement. Alors
Alors que je suis en train de voir Bruno Del Pino qui a amélioré, qui passe au 6e rang. Enzo Dellini qui tombe au 13e rang, mais qui a fait 32,7, 21,3. Il a signé le meilleur deuxième secteur absolu. Il faudrait que la réalisation nous montre où est Enzo Dellini, même s'il n'a pas amélioré sur son premier secteur. Il a signé le meilleur deuxième secteur absolu. Pedro Clerot monte au 13e rang. J'aimerais bien qu'on suive ce que fait notre Français, mais la réalisation ne s'y intéresse pas. Et ce serait positif de voir une amélioration. Taito Kato, oh Taito Kato, 4e rang, Enzo Dellini, 8e. On voit que les écarts sont extrêmement serrés quand même. Regardez, entre la 4e et la 11e place, tous les pilotes sont dans les mêmes 8 centièmes. Ça se joue à rien. Et pour le moment, Alessandro Giusti est du mauvais côté de la barrière, il est 13e. Il est 13e, ce serait la pire place pour le pilote français. Alors à noter que chez MP, en tout cas Taponen est 20e. Pour le moment, ça serait lui la grosse déception de cette qualification. Stromstead est au stand, ça ne va pas améliorer pour le pilote danois qui va devoir se contenter d'une 7e place déjà battue par Freddy Slater sur sa première qualification. Théo Finel qui sort des stands, il va devoir faire vite, et il va devoir vite chauffer ses gommes, donc on espère que ça va le faire pour Théo Finel. Attention, Maciej Gladic, c'est pas fini, Maciej Gladic qui fait un 32,6 sur son premier secteur, James Wharton qui rentre au stand aussi. Attention, le pilote polonais, champion hivernal d'Eurocup 3, Spanish Winter Championship, et qui a eu une saison d'Eurocup 3 principale très 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 compliquée par la suite. Gladic, attention, à 5 centièmes d'Ugo Chukwu après les deux premiers secteurs. Mais attention, on sait que c'est vraiment lors du dernier secteur que Ugo Chukwu a vraiment fait la différence. Là, Gladic peut vraiment sécuriser le retour en force d'ART aux avant-postes, puisque Taito Kato est déjà 4e. Attention, Enzo Dellini à ne pas gêner Maciej Gladic, ça va, il s'écarte bien. Gladic qui va passer dans le dernier virage. Ça peut être un très gros temps là pour le pilote polonais. Et le pilote polonais, Gladic, qui va remonter au 3e rang. Ça, c'est une grosse performance. Grosse performance. On a les ART 3e et 5e pour le moment. Théophile 32,7, le premier secteur est un petit peu compliqué, mais il fait 21,2. Il fait 21,2 dans le deuxième secteur. Ce serait bien, la réalisation montre ces secteurs, mais ce serait bien de le montrer carrément à l'écran. Attendez, Nicolas Lacorté. Nicolas Lacorté qui est plus rapide que tout le monde après les deux premiers secteurs. Attendez. À quoi on est sur le point d'assister? On est peut-être sur le point d'assister à une pole position de Nicolas Lacorté. Alors que là, Théo Final est en train de se faire gêner. Il est vraiment en train de se faire gêner là par la high-tech devant lui, qui peut peut-être lui donner une aspiration quand même. À voir si ça peut l'aider. Tuka Taponen qui remonte au 13e rang. Théo Final, le meilleur temps, mais attention à Lacorté. Lacorté qui va peut-être signer une pole position surprise. Non, ça ne sera pas suffisant, mais il va remonter au 5e rang. Quel tour de Nicolas Lacorté, mais surtout Théo Final est en tête. Est-ce que quelqu'un peut venir chercher le pilote français? J'ai pas l'impression. Mais d'où sort le tour de Théo Final? C'est exceptionnel. Au moment le plus décisif, Théo Final qui sort la pole position, alors que Ugo Chukwu avait dominé, archi-dominé toute la qualification. Tout ça pour se faire coiffer sur le poteau par notre Français Théo Final qui signe sa première pole position en F3, 2 centièmes de seconde devant son coéquipier. C'est fait, il n'y a plus personne qui améliore. Il n'y a plus personne qui améliore, c'est fini. Pole position, Théo Final. Bon alors, Ugo Chukwu, il doit pas apprécier. Ugo Chukwu ne doit pas du tout apprécier ce qui s'est passé. Parce que avoir dominé la séance comme ça pour finir finalement 2e derrière son coéquipier, ce n'était pas prévu. Surtout que visiblement Ugo Chukwu en veut à Naël pour son tour de chauffe, on va dire. Mais Ugo Chukwu, l'erreur, il l'a faite toute seule. Il l'a faite tout seul.
Et oui, 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 on n'en a pas parlé, mais il faut aussi parler des autres pilotes. Mais évidemment, on est tout ému parce qu'on a déjà une première pole position française. Oh, c'est fantastique pour Théophile, qui, on rappelle, n'a pas roulé hein, pendant l'hiver. Hein. Il fait partie de ces pilotes qui n'a pas roulé pendant l'hiver en Formule régionale Océanie ou ailleurs. Ogochukwu et Slater, oui, ils n'ont pas arrêté de rouler parce qu'ils ont un budget quasi illimité et peuvent se permettre des programmes hivernaux. Théophile Nael, lui, ne peut pas. Et Théophile Nael, pourtant, à Melbourne, quand ça compte, a fait la pole position. Maintenant, voilà, derrière, il a quand même, au final, merci beaucoup Julien Ndiaye qui a offert un sub à Théophile Nael, bien récompensé pour sa pole position, je pense. Mais au final, on avait dégagé un top 3 après tout ce qui était preview, tout ce qui était tier list, pronostic, etc. Le top 3 qui se dégageait, c'était Hugo Chukwu, Slater, Nael. Eh bien, on a ce top 3 qui se retrouve en qualification. Théophile Nael en pole devant Hugo Chukwu, Freddy Slater est troisième. Et surtout, quand même, derrière, il y a des grosses surprises. Il y a des grosses surprises dans tout ça. Maciej Gladish, il faut féliciter le retour en force d'ART. Hein. ART qui place Gladish 4, Taito Kato 7. Grosse performance de l'équipe française. Bon, évidemment, d'un côté purement français, on sera déçu qu'il n'y ait pas un Evan Gilter dans cette équipe. Passons. Cinquième, Nicolas Lacorté. Que voulez-vous, c'est le jour des équipes françaises. En plus, c'est vraiment le seul tour excellent qu'il a fait, puisqu'on ne l'a pas vu de la séance de qualification. Et waouh! Waouh, waouh, waouh! Mattia Kolnagi, sixième, c'est excellent, non pas tant la place en elle-même, mais surtout le fait que ses coéquipiers, malheureusement, sont un peu plus dans le dur et sont surtout en dehors de ce si précieux top 12. Tuka Taponen est 14e, Alessandro Giusti est 16e. C'est dommage. Malheureusement, il a manqué de quelque chose sur son dernier tour et c'est un petit peu un syndrome qu'on avait un petit peu trop vu l'an passé, où on voyait très souvent Alessandro Giusti jouer les premiers rôles en qualification lors de la première moitié de séance et puis ensuite, euh, perdre des places dans cette dernière tentative, dans ce dernier tour, là où ça compte le plus. Donc malheureusement, Alessandro Giusti est seulement 16e sur la grille de départ pour les deux courses de samedi et de dimanche. Kolnagi 6, Taito Kato 7, James Wharton 8e. J'ai l'impression qu'il y avait de quoi chercher plus. Hein. Pour les prémas, au final, c'est un petit peu décevant de voir que Wharton 8e, mais belle qualification de la part du pilote australien. Brando Badoer 9e, évidemment, ça doit faire du bien au pilote italien après cette saison si compliquée. Dans Stampstead 10e, ça va être dur de trouver le positif là-dedans quand on sait que son coéquipier est 3e. Enzo Dellini 11e, grosse qualification, il est devant ses coéquipiers. Euh, c'est un, pour moi, l'objectif, c'était d'aller chercher ce top 12 en qualification. C'est ce qu'il a fait, mission accomplie pour Enzo qui partira 11e de la course principale, mais surtout de façon plus importante, 2e de la course sprint demain. On a potentiellement des Français qui jouent la victoire sur les deux courses, et ça, c'est une excellente nouvelle. Enzo Deini donc 11e, Bruno Del Pino, son coéquipier, partira 12e, et donc en pole position pour la course sprint à grille inversée. Et à la porte de ce top 12, on a Louis Sharp, le pilote Prema qui est un petit peu passé à côté au final. Enfin, pas passé à côté en termes de perf pure, car on voit qu'il est dans le même dixième que par exemple Taito Kato qui est 7ème. Mais voilà, au final, il est du mauvais côté de la barrière, le pilote qui avait fini 3ème de Formule régionale Océanie pendant l'hiver. On a ensuite Tuka Taponen, Jin Nakamura, Alessandro Giusti, Xie, le autre pilote Dams. Dams qui fait une belle qualif, hein, franchement. Qui fait une belle qualif, plus compliqué pour Fionn McLaughlin, 18ème. On a ensuite Clairod, Benavides, Ho, Yamakoshi, deux palos qui devraient en plus avoir son meilleur temps annulé, qui est pour le moment 23ème. Mais donc on peut imaginer que tous les pilotes derrière lui vont gagner au moins une position. C'est notamment le cas de Patrick Eusenroder. Bon, pas de miracle pour le pilote local. Ses coéquipiers font premier et deuxième, lui est 24e. On a ensuite Garfias, Yevan David. C'est un petit peu dur pour Yevan David. Kanatoli, Michael Wu Yushin, Nandavoud Birandagdi et Fernando Barrichello. Fernando Barrichello, qualification très compliquée, le seul à plus de 2 secondes. Je pense que tu dois des excuses au crack Lacorté.
Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais félicitations à lui. Et enfin, de base, moi je suis content. Je suis content. C'est une excellente qualif pour Dams. C'est une excellente qualif pour notre équipe française. C'est très bien. Euh, c'est excellent. Je sais pas d'où ça sort. Est-ce que c'est une perf à la Benavides qui fait que ça va peut-être être un bouchon en course? Je ne sais pas, mais en tout cas, en qualification, il a été très bon. Voilà, sur ce dernier tour, félicitations à lui. Bon, waouh, ça commence bien cette histoire. Théophile Naël, du coup, est le premier leader du championnat avec ses 2 points, car on rappelle que la pole position en F3 et en F2 inscrit 2 points au championnat. Peut-être que ça sera 2 points très utiles pour le championnat à l'arrivée. Peut-être pas du tout, mais c'est toujours bien d'avoir ces 2 points dans la besace pour commencer la saison, en espérant évidemment que ces points soient suivis de beaucoup d'autres lors des courses ensuite. Euh, Waouh, waouh, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. Ah ouais, à PG10 Inside, donc le compte fan de Pierre Gasly, ouais, il critique un peu Alessandro Giusti, déçoit encore en qualification. Aïe. Oh, par contre, pour Théo Final, c'est exceptionnel, hein. Franchement, franchement, quel travail il nous a fait. Sacré pole au buzzer de Théophile, j'espère qu'il a assez de carburant. Bon, je pense que oui, hein. Deini qui débute correctement en F3, par contre pas bon pour Sandro et Tuka de se faire taper par Colnaï, clairement. Gros regret de ne pas voir Gilitaire en F3 quand on voit RT. Bon écoutez, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit. Mais alors, exceptionnel, hein, Théophile. Techniquement, il aura ses points s'il prend le départ. Bien vu, c'est vrai. Bon, eh bien, écoutez, on va faire un petit tweet. Ça va tweeter sec. Eh ben, la Corté qui va finir la saison 5ème, tu vas passer pour un pitre avec ta prédit sur Dams qui marque des points. Bah non, puisque moi j'avais dit que oui, ils allaient marquer des points. Donc le pitre, c'est pas moi. Jokes on you. Euh, Par contre là, je vais aller chercher des stats, hein. Je vais aller chercher des stats là, puisque une pole d'un Français en F3, je crois pas que Sami Mektounif en ait fait. Bon, l'an dernier, il n'y en a pas eu. Et la dernière pole d'un Français en F3. Ah, c'est le moment de faire une petite stat là, hein, mais donc là, il n'y a pas de pole en 2024. J'imagine, ça doit se jouer entre Martins et Adjar, j'imagine. Adjar. Et bah écoutez, c'est une stat un petit peu sympa, hein. Euh, Pouf! Il faut que j'arrive à redescendre. Vous en faites pas, on va redescendre et on va préparer un petit peu. On va faire une petite transition là entre l'excitation de la F3, puis ensuite la F2, puis ensuite la sieste. Euh, Quelle perf, j'étais pas prêt. Ah non, moi non plus, là j'ai du mal à redescendre, hein. Euh, de Paul Lacorté à Paul Naël, mais vraiment, vraiment quand j'ai vu qu'il avait 2 dixièmes d'avance sur Hugo Choukou après 2 secteurs, je me suis dit, on va vraiment, pour la première de la saison, on va vraiment assister à une pole de Nicolas Lacorté, même si en soi ça aurait été une pole d'une équipe française. Voilà, ça aurait été
pas un très bon signal envoyé, je pense. Euh, c'est dingue, c'est dingue. Attendez, Justy au final il est battu par ses deux coéquipiers? Attendez. Oh mince, ouais. Ça c'est dommage, mais c'est encore une fois. Ouais, il est battu. Enfin, ouais. Euh, il est battu dans le dernier tour, alors que tout le reste de sa qualif est très bien. Et ouais, c'est dur ce qu'on a vu la saison passée. Très bonne qualif jusqu'à ce dernier tour qui lui coûte. Voilà. Euh, voilà, 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 voilà. Purée de pommes de terre. Je finis mon tweet et je reviens à vous tout de suite, vous en faites pas. Alors, ça fait trop de points de suspension. Bon, allez, tout poster. Et puis ensuite, bah, on va se concentrer sur la qualif de F2. Alors je pense qu'il va y avoir un petit peu de décalage. Ça m'étonnerait que la qualif parte à 4h55 puisqu'il y a eu du décalage pour démarrer la qualif de F3. Donc je pense qu'il va y avoir un petit... on va pas partir tout de suite. D'ailleurs moi, si vous voulez vous synchroniser, patati patata, le générique de Canal se lance maintenant. Formule 2, les qualifications. Très bien. Et on va pouvoir revenir un petit peu. Je publie juste sur Blue Sky pour les 3 personnes qui sont sur Blue Sky. Et, euh, et, je, et je parle de la séance des célèbres de F2. Là, on voit Martin Stenson qui se prépare. Oui, on voit que ça va clairement pas partir à 4h55 puisque tous les pilotes, enfin les pilotes sont encore en dehors de leur voiture. Bah dis donc, ma souris qui me lâche. Start of qualifying will be delayed. Ah, c'est encore pire, on ne sait même pas le début de l'heure de début de la qualification. Bah, c'est top. On n'a pas d'heure de début. Ça va pas partir à 4h55 vu qu'il est 56. Merci Julien pour ton analyse, ma foi, fort pertinente. Franchement, il n'y a pas à dire. Vos analyses à 4h56 du matin sont aussi bonnes que quand on fait des lives à 18h30, hein. Qui s'était crash aux essais, justement. Je publie sur Blue Sky et ensuite on passe. Et on passe. Ça va Blue Sky, hein, toujours plus lent, hein. Voilà. Alors, on avait eu ce résultat pour la séance d'essai libre, alors que la séance va partir à 4h58, donc dans 1 minute. J'ai 1 minute pour parler de la séance d'essai libre. Colton Herta s'est craché. C'est le gros événement, on va dire, de cette séance d'essai libre. Et évidemment, c'est le pilote dont on va surveiller les moindres faits et gestes, parce que c'est le pilote, voilà, voir un vice-champion d'IndyCar en F2, c'est une anomalie, on va pas se le cacher. Donc c'est pour ça que Colton Herta est dernier à 4 secondes des temps. Il s'est craché vraiment en début de séance, donc il va découvrir presque entièrement le circuit de Melbourne, alors que tous les autres pilotes ont pu faire plus de tours. Gabriel Emini est en tête, a signé le meilleur chrono avec 4 dixièmes d'avance, hein. Ah, mais attention, hein, Gogochoukou aussi en F3 avait signé le meilleur temps en essai avec 4 dixièmes d'avance. Au final, il n'a pas eu la pole d'un souffle.
On a ensuite Noël Léon, Raphaël Camara qui a signé le 3e temps. On rappelle que c'est le grandissime favori. On a Tsolov, Beganovic, Dunn. Bon, en tout cas, les gros bras ont répondu présent quand même. Et le feu vert est allumé à la sortie de la voie des stands. Et les premières voitures s'élancent. Et la première voiture à s'élancer, c'est Martinus Stenshorn. Alors que Alex Dunn laisse passer un petit peu tout le monde. Donc on a Stenshorn, on a les Prema, on a Gabriel, enfin les MP de Mini et de Goethe, les la Dams de Crawford, puis ensuite on a Dunn, puis ensuite on a Bilinski, dans l'ordre des voitures qui sortent de la voie des stands en tout cas. Donc en plus du crash de Colton Herta, d'ailleurs Colton Herta qui reste au stand pour le moment, qui n'est pas pressé de retourner en piste. En plus du crash de Colton Herta, on a aussi celui de Tassanapol Intra-Pufazak, en fin de séance plutôt. Donc il y a eu deux interruptions par drapeau rouge en essai libre. Herta il se prépare à la F1, il a fait autant de tours que les Aston dimanche. On rappelle que les Aston ne pourront pas faire plus de 25 tours parce que sinon ça provoque des lésions nerveuses aux pilotes, des lésions nerveuses permanentes. Et on souhaite une bonne saison, un bon courage surtout aux fans d'Aston, aux fans d'Alonso, aux fans de Stroll s'ils existent. Ouais, ça va être un petit peu compliqué hein, quand même. Allez, on passe sur le live timing maintenant que la qualification de F2 est véritablement lancée. Hop. Alors en tout cas, il n'y a pas tous les pilotes qui sont sortis des stands, donc il y en a qui partent sur une stratégie différente, alors qu'en F3, globalement, tout le monde partait en même temps. Là, il y a des pilotes qui partent plus tard que les autres. C'est le cas de Herta, Varone, Fittipaldi, Villagomez, Maini, Van Eupen, Intra-Pufazak, Bennett. À voir ce qui motive exactement ceux-ci. Bon, finalement, ils sont sortis juste un petit peu plus tard que les autres. Mais ils sortent progressivement des stands aussi. Léon qui parvient pour ma prédit Mechachrome de l'année. On va voir, c'est vrai que c'est un bon début là pour Noël Léon. Moi j'ai pas fait le pronostic. D'ailleurs, au final, je m'étais foiré sur le pronostic de la F3 vu que j'avais dit Hugo Choukou et qu'on a une AL. Mais j'adore me foirer pour des pronostics quand c'est à la faveur des Français. Euh, si on est complètement fou, on dit Noël Léon. Hein. Si on est complètement fou, on dit Noël Léon. Mais en soi, ouah, Noël Léon qui vient de rentrer au stand. Waouh, 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 waouh. Ouah, j'ai rarement vu quelqu'un porter la poisse aussi rapidement. Euh, bon, j'avais pas fini ma phrase, donc j'allais pas dire Noël Léon de toute façon. J'allais dire Raphaël Camara, vu que je n'ai aucune originalité. Je pense, hein, en vrai. Ah ouais, un petit solo, enfin. En même temps, je triche avec les secteurs là. Hein. Mais de toute façon, là, pas tout le monde est à fond. Là, c'est encore un tour de chauffe pour pas mal de pilotes. C'est pas des temps, des secteurs représentatifs qu'on voit pour le moment. C'est encore une phase de préparation pour les 22 pilotes de Formule 2 qui continuent de chauffer leurs pneus Pirelli. Bon, par contre, la réalisation ne nous montre absolument pas pourquoi Noël Léon est rentré au stand. Hein. Ils l'ont complètement ignoré. Ah bah il est ressorti des stands à l'instant. Bon, étrange. Un tour d'installation peut-être, ou quelque chose qu'il a récupéré en piste, ou... Bon, étrange. Petite pole de Naël en F2. Est-ce que vous vous souvenez en 2021, ils avaient fait un format différent de celui actuel, et la F2 et la F3 étaient sur des week-ends différents, et il y avait Matteo Nannini, qui est aujourd'hui en Indy Next, qui avait fait un double programme F2 F3. Bon, au final, il était tombé en faillite et il avait arrêté à la mi-saison, mais il avait fait F2 F3 la même année. Voilà, c'est un peu le seul pilote à avoir fait ça. Petite exception avec James Wharton, qui a fait un truc un petit peu similaire, vu qu'il a fait la F3 toute l'année pour faire une pige en F2 en fin d'année, pour au final faire une saison de F3 cette année. Mais sinon, faire F1, faire F2, F3 en même temps, il n'y a que Nannini qui l'a fait dans l'histoire récente en tout cas.
Allez, on va avoir des premiers chronos représentatifs, des premiers tours, des premiers push-laps. Pour le moment, on a Beganovic en 31-1. Je sais pas pourquoi on nous montre Gabriel Emini qui est pour l'instant qui a complètement manqué son premier secteur. Non, le pilote à surveiller, c'est plutôt Beganovic qui a fait 31-1, 20.0, c'est pas mal ce qu'il fait actuellement. Allez, on continue de suivre Gabriel Emini en sachant pertinemment que son temps sera très loin de celui de la référence puisqu'il s'est complètement manqué sur le premier secteur. Gabriel Emini livré Alpine, hein, c'est une voiture de MP Motorsport. On rappelle que le pilote italien est passé chez l'équipe néerlandaise durant l'hiver. Bon, Gabriel Emini qui a 1 seconde 6. Sébastien Montoya, meilleur temps pour le moment, juste devant Martin Stenson, directement battu par Dino Beganovic, 5 dixièmes plus rapide. Tsoloff s'intercale à 1 dixième. Gros dernier secteur hein, de Tsoloff en 38-4. On a Durksen là qui a fait le meilleur premier secteur. Mais il s'est un petit peu manqué sur le deuxième, ça va être dur de passer Beganovic. Pour le moment, Kouchmaini, attendez, je sais quoi cette qualif paranormale, et Raphaël Camara qui monte au deuxième rang, mais le pilote à surveiller c'est Kouchmaini qui est en avance sur tout le monde après 2 secteurs. Durksen qui monte au deuxième rang. C'est dommage qu'il se soit manqué sur le dernier secteur. Oh, Kouchmaini qui va être gêné, c'est dommage. Kouchmaini qui va être gêné par l'ex Racing d'Emo Fittipaldi Junior. C'est dommage parce que là l'Indien partait sur un excellent chrono. Mais, mais là, il a été complètement gêné, donc ça va pas être un temps forcément très impressionnant, je pense. Ouais, voilà, il monte que au 5e rang, et c'est vraiment dommage, car il y avait quelque chose à faire là pour le pilote indien. À voir s'il pourra rééditer cette performance sans être gêné. Ouais, bah après c'est de bonne guerre, mais après je pense de le regêner sur le tour d'après, mais je pense que là en l'occurrence ils sont sur des tours de relâche, Maini et Fittipaldi. Fittipaldi, on rappelle, ce n'est pas Pietro Fittipaldi, ce n'est pas Enzo Fittipaldi, c'est Emerson Fittipaldi Junior, donc le dernier fils d'Emerson Fittipaldi, le champion du monde de F1, et donc l'oncle de Pietro et Enzo Fittipaldi. Alors que Intra Pufasa, qui est rentré au stand sans avoir fait de chrono, il a dû être gêné puisqu'il améliorait ses 2 premiers secteurs, c'était même pas mal d'ailleurs, hein. C'était pas mal, surtout son deuxième secteur était vraiment très très bon. À voir, mais ART a l'air dans le coup là pour le moment sur cette première séance de qualification. Maintenant, on sait pour ART ce qui a souvent pêché l'an passé, c'était pas tant la qualification. On l'a vu avec les pôles de Victor Martin, c'était surtout le rythme en course. Allez, on suit le premier tour de Noël Léon qui est parti sur une stratégie un peu décalée vu qu'il est rentré au stand très rapidement. Pour le moment, il est plus rapide que Beganovic sur le premier secteur. Emerson Fittipaldi, c'est le grand-père de Emerson. Non, Emerson Fittipaldi, c'est le père d'Emerson Fittipaldi Junior. C'est le père. Mais c'est le grand-père de Pietro et Enzo Fittipaldi. Donc, Emerson Fittipaldi Junior, celui qui court actuellement en F2, est l'oncle de Pietro et Enzo, donc il est plus jeune que ses neveux. Voilà. Bienvenue dans l'arbre généalogique de Fittipaldi. Alors que là, certains pilotes sont repartis sur un deuxième tour. Hein. Martin Stenson, Sébastien Montoya. Oh, attention, on va y voir, il y a quand même un petit peu de trafic là à la Trident qui risque de gêner Noël Léon. Je pense que ça va. Par une gêne visuelle, il n'y a pas dû avoir grand chose. Sébastien Montoya qui a signé le meilleur deuxième secteur absolu avec un très bon 19,8. Elle a de la vitesse de pointe. Noël Léon, oh le gros. Alors, est-ce que c'était un blocage de roue pour la Trident ou est-ce que c'était une explosion de moteur? C'était pas forcément évident. Mais gros dégagement de fumée. Martinus Stenshorn, très beau chrono, aucun meilleur secteur, mais le tour le plus rapide pour 2 dixièmes. Gabriel Emini, 16e. Qu'est-ce qui se passe pour le pilote italien? Montoya qui monte au 3e rang. Ah, il s'est un peu manqué là sur le dernier secteur. Nicolas Tsoloff, il y a moyen de faire quelque chose de grand. Ouais, oui. Meilleur temps, 4 dixièmes d'avance, alors que les drapeaux jaunes sont agités. Goethe qui passe 6e.
suis en train de surveiller le live timing, voir si ce drapeau jaune ne se mue pas en drapeau rouge. Parce que là, il y a des pilotes qui sont en amélioration. Un drapeau rouge maintenant, ça ruinerait Camara, ça ruinerait Dirksen. Camara qui remonte au 3e rang seulement. Et drapeau rouge. Et donc Dirksen ne va pas pouvoir finir son tour. C'est toujours fatigant que les drapeaux rouges soient mis à des endroits si aléatoires. C'est Mariboya qui a fait une erreur, qui est dans les graviers et qui a même, suspension pliée. Oula, il a détruit sa voiture. J'arrive pas à voir exactement où il est. Mais ça va être la fin de séance pour Mariboya, qui n'avait signé aucun chrono. Donc qui était déjà dernier. Ah ok, c'est le dernier secteur. C'est à l'antépénultième virage, on va dire. Il a dû arriver avec un peu trop de vitesse et taper le mur, donc ça devait pas être à très très grande vitesse non plus à cet endroit-là. Oh, il la perd, et ensuite passage dans les graviers, et il a plus vraiment le contrôle sur la voiture, et donc on n'a pas de caméra embarquée malheureusement sur la voiture de Boya, visiblement. Ils ont bien attendu que Camara passe. Ouais, et pas Durksen. Et encore une fois, voilà, c'est l'un des trucs les plus frustrants avec la F2, parce que j'ai souvent l'impression que ça arrive en F2, un peu moins, un peu aussi en F3. C'est pourquoi le drapeau rouge est agité maintenant. Pourquoi le drapeau rouge a été agité après Camara? Pourquoi il a été agité avant que Durksen passe sur la ligne? Je ne comprends pas. C'est vraiment fait à des moments complètement aléatoires. J'ai envie de penser en tout cas qui emploie des mots compliqués. Je dis quoi comme mot compliqué? J'ai dit quoi comme mot compliqué? Euh, mais donc bon, voilà, c'est toujours c'est fatigant. C'est fatigant et c'est vraiment au bon vouloir. C'est oh ce drapeau jaune. Oh bah ça fait quelque temps. Ça fait quelque temps que c'est pas. Ça devrait être un drapeau rouge. Ouais, vous en pensez quoi les gars? Ouais. Bon, allez, on met un drapeau rouge. Et donc ça avantage des pilotes, ça en pénalise d'autres. Antépénultième. Ouais, mais je l'adore antépénultième. Ouais, mais je préfère dire antépénultième que avant-avant-dernier. Avant-avant-dernier, c'est pas très classe comme mot. Mot de plus de 4 syllabes, c'est compliqué. En vrai, je comprends, à 5h10 du matin. À 5h10 du matin, c'est compliqué. Alors j'espère que le drapeau rouge va pas être trop long, parce que là, je vous avoue que les forces sont en train de me quitter. J'ai pris un café frais, mais c'est compliqué. Il y avait peut-être un pilote qui arrivait dans la zone de Boya. Je sais pas, puisque c'était pas montré, et je pense que quand même les pilotes étaient assez dispatchés sur tout le circuit. Donc pourquoi mettre le drapeau rouge maintenant? Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Grand mystère qui est la Formule 2. La FP2 de F1 qui suit. Alors ça sera sans moi, hein, les enfants. Hein. Déjà, j'ai pas vraiment suivi la FP1, enfin j'ai suivi les tweets, mais je roulais. Je roulais du retour de retour du concert. Mais la FP2, ça sera en différé. Hein. Moi, faut que je fasse dodo là. Là, ça va pas du tout là. Ah, le stream de Canal qui plante de mon côté. Ah, top, top, top. En tout cas, pour le moment, celui qui fait l'opération parfaite, c'est Nicolas Tsoloff. Puisqu'il fait ce qui. Enfin, vous savez ce que j'en pense, mais pour moi, Nicolas Tsoloff, il y a de fortes chances qu'il aille en F1 en 2027. Hein. Donc, s'il fait des performances comme ça toute la saison, c'est. Voilà, la place de Lawson est pour lui. C'était bien le concert? Ouais, ouais, ah, c'était même génial, c'était même exceptionnel. C'était concert d'Orelsan, et vraiment, c'était un spectacle. Enfin, genre, j'ai eu l'impression d'être dans une sorte de grand clip, de clip vidéo, mais genre filmé pendant 2 heures. Enfin, c'était magnifique. C'était génial. Vraiment, ça racontait une histoire et tout. Je recommande. Autant j'ai pas tant aimé son dernier album, mais en concert, purée, ça vaut toujours le détour. Hein. Dès juin, on va voir les images switcher entre Lawson et Tsoloff sur les week-ends. Bah, je pense que Tsoloff va de plus en plus avoir un rôle prépondérant dans l'équipe. Alors pour le moment, il ne fait que des démonstrations.
Il fait que des démonstrations sur des anciennes F1 des années 2010, mais voilà, actuellement c'est le seul pilote qui est prêt dans l'académie Red Bull et le seul pilote Red Bull d'ailleurs qui est en F2. Ce qui est assez rare pour être souligné. On se rappelle de certaines années où Red Bull alignait 6 pilotes en F2. Là, Soloff est tout seul. Voilà, le gars est vice-champion de F3, le vice-champion de F3, et pour le moment, même s'il reste encore 20 minutes, ça se passe à ravir, en tout cas ce début de carrière en F2. On rappelle aussi ses excellents débuts en fin d'année dernière, où il avait fait un podium, déjà sur une course sprint à grille inversée, et en plus, il avait battu Arvin Lindblad en qualification. Voilà, Arvid Lindblad d'ailleurs qui a fait d'excellents débuts sur la séance d'essai libre 1 en F1 où il a été cinquième. Bon, ça veut pas forcément dire grand chose, mais cinquième, euh, derrière les deux Red Bull, derrière les deux Ferrari. Euh, mais, euh, mais voilà. Ça doit être vraiment à faire ce gars en concert. Bah franchement, je vous recommande bah, là sa tournée actuelle. Hein. Vraiment, euh, c'est ça en jette aux yeux quoi. C'est magnifique. Bon, le drapeau rouge prend un petit peu de temps, hein. Qu'il est loin le temps des bêtises en académicien Alpine, il a mûri Nico. Bah, même en académicien Red Bull, il a fait quelques erreurs, mais c'est vrai qu'on est très loin du gars qui percutait volontairement Alex Dunn, si je dis pas de bêtises, en 2024 à Melbourne justement, où il l'a percuté volontairement en essai libre parce qu'il l'avait gêné un petit peu avant. Bah, Tsoloff a mûri. Et même s'il a eu quelques frasques, on va dire aussi, notamment une envers notre Français Jules Caranta en début de saison dernière. Euh, bah, il a beaucoup mûri, il s'est beaucoup assagi, en tout cas sur la piste. Alors qu'on voit Luke Browning d'ailleurs sur le muret de la voie des stands du côté de chez Hightech, le pilote réserviste de Williams, qui sera engagé en Super Formula et qui espère pouvoir mettre de la pression à Alex Albon. Allez, drapeau vert, on est reparti pour 20 minutes de séance de qualification. Même en F3, je l'avais trouvé un peu aléatoire, mais je suis pas assez suiveur comme vous. C'est alors pas tant aléatoire, non, justement, en fait, je trouve que sa carrière fait complètement sens et complètement logique. Euh, il a été champion de F4 en 2022, très bien. Sauf que Red Bull a eu la Red Bull. Alpine, et même plus précisément Alonso, a eu la très mauvaise idée de le placer directement en F3, ce qui était une erreur en sautant la formule régionale. Donc sa première saison a été cataclysmique. Il fait 25e, quelque chose comme ça. Deuxième année, on voit une vraie progression. Il fait 11e avec, je crois, 3 victoires, notamment au cœur de la saison. Donc il y a une vraie progression, mais il y a beaucoup d'irrégularités. Voilà, il y a ce coup de roue où vraiment il percute volontairement Alex Dunn. Il s'en sort miraculeusement avec 5 places de pénalité, ce qui est complètement dingue. Et puis il y a cette saison de la maturité, en quelque sorte, j'ai envie de dire, cette saison 2025, où j'ai pas grand chose à lui reprocher. Peut-être la seule chose que j'ai à lui reprocher, mais je sais pas si c'est de sa faute, c'est que il a lui et Campos, en tout cas, ont laissé partir Camara. Enfin, Camara avait trop d'avance dès le début, et c'était un peu dur de rattraper ce retard ensuite, mais il a été très très bon sur la saison 2025 en F3. Et là, on voit ses débuts en F2 bah, depuis le Qatar en novembre dernier. C'est très solide et pour le moment, c'est ce que Red Bull attend de lui et c'est ce que on peut attendre d'un futur pilote de F1, d'un peut-être futur pilote de F1 en 2027. Euh, je suis d'accord qu'il n'a pas l'étiquette de crack générationnel comme il a pu l'avoir un temps après son titre en F4, mais solide. Solide, Nicolas Tsoloff. Maintenant voilà, il reste 18 minutes de qualification, les pilotes s'apprêtent à s'élancer pour un nouveau tour. D'ailleurs, alors qu'il y a un incident entre Noël Léon et John Bennett qui a été noté pour une gêne. Alors je crois que c'est plutôt John Bennett qui aurait gêné Léon. Je ne suis pas sûr à 100% de cette info. Et toutes les voitures sont sorties de la voie des stands, sauf Boya bien évidemment, et les deux MP. Les deux MP qui partent sur une stratégie décalée. Mini et Goethe qui sont restés au puits, comme diraient nos amis québécois. Martin Stenson qui attaque un nouveau tour. Pour le moment, c'est à 2 dixièmes et demi sur le premier secteur de Nicolas Tsoloff, donc c'est assez loin, on va dire.
Ah, c'était pas volontaire de la part de MP qui a l'air de s'affairer là sur la voiture de Gabriel Mini qui a, je crois, eu un petit souci mécanique hein, en fin de séance d'essai libre. Ça lui avait pas empêché de signer le meilleur temps, mais il avait fait 3-4 tours de moins que les autres parce qu'il avait eu un petit problème mécanique en fin de séance. Noël Léon, 31-1, 19.7, c'est rapide. C'est rapide pour Noël Léon, coéquipier hein, de Nicolas Tsoloff. Hein. On rappelle que Campos, c'est l'une des équipes dominantes dans ce championnat. Pas d'enquête hein, entre Noël Léon et John Bennett. Donc Noël Léon va pouvoir se concentrer sur la fin du tour. On suit d'abord la fin du tour de Martinus Tensor. Ça n'améliore pas, c'est même assez loin, à 6 dixièmes de Tsoloff. Par contre, où en est Noël Léon? Il est rentré au stand. Bon, c'est toujours assez particulier à suivre les qualifications de F2 et de F3 parce que c'est toujours des stratégies un petit peu particulières, parce qu'il faut un petit peu gérer ses gommes, parce qu'il faut gérer le niveau d'essence, parce qu'il faut pas trop en faire, parce qu'il faut pas faire le tour en trop qui te pénaliserait pour la suite de la séance. Et ce qui compte au final, c'est la fin de la séance pour tous ces pilotes-là, euh, euh, parce que c'est là où la piste est à son maximum et à son prime, on va dire. On l'a vu énervé sous son casque mini. Bah oui, parce que chez MP, on continue de s'affairer toujours. Et là, je suis en train de me demander, peut-être qu'ils ont... Ah, Kouchmani, lui, et par contre, est allé au bout de son effort Non, je crois, Indra Poufaksak. Indra Poufaksak est allé au bout de son effort et est monté au 7ème rang. Pour le moment, c'est un beau début de qualif hein, de la part des ART. Villa Gomez 9ème, pas mal, de la part du pilote mexicain. D'ailleurs, où est son coéquipier Nicolas Varronet qui nous vient du WEC? Pour le moment, il est 17ème. Il est 17ème, ouais. Alex Dunn avec une livrée alpine. Bon, forcément, ça devait arriver, hein. L'antagoniste de la saison 2025 de F2, celui qui a provoqué tant de déboires chez le clan français, chez le fan club de Victor Martins notamment, qui rejoint Alpine, l'ancienne académie de Victor Martins. Évidemment, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Pour le moment, Alex Dunn, oh, gros blocage de roue. Gros blocage de roue, mais alors son pneu avant gauche est dans un sale état déjà, Alex Dunn, alors qu'on est... il est vraiment dans un sale état son pneu, alors qu'on est juste au début de la qualification pour l'instant. Alex Dunn qui est 15ème, comme son numéro, vous allez me dire, mais non, il a dû faire une erreur. Il a dû faire une erreur, peut-être un gros blocage de roue du coup. Et bien, pas tant un blocage de roue, mais un passage dans l'herbe et un temps enlevé ouais, pour track limits. Alex Dunn qui est 15ème alors que Stenson est pour le moment 2ème. Et ben on change les pneus justement. Chez Alex Dunn, pneu neuf. C'était aussi une simulation d'arrêt au stand, j'ai l'impression, pour Rodin. Ouais, ça fait une simulation d'arrêt au stand. Et ça fait pareil chez Prema, hein, j'ai l'impression. On rappelle que contrairement à la F3, en F2 il y a des arrêts au stand obligatoires, notamment lors de la course principale le dimanche. Et donc forcément, les pilotes doivent s'entraîner aussi à s'arrêter au bon endroit, et les mécaniciens bien sûr doivent s'entraîner à bien changer les roues. Ensuite à Sanapoline Trapouvasak, le pilote ART, 7ème de F3 l'an passé avec Campos, et qui avait été l'ancien coéquipier de Nicolas Tsoloff, bon pour le moment qui est à 7 dixièmes là sur ce premier secteur, donc je ne pense pas que son tour ira très loin. C'est le seul pilote en piste, le pilote thaïlandais, et pour le moment on ne l'a pas vu de la séance de qualification, je l'avais presque oublié, mais Colton Herta est 21ème et dernier des pilotes qui ont fait un chrono, puisque Marie Boya ne prendra pas part à cette séance après son crash, un peu plus tôt, qui a provoqué le premier drapeau rouge. Alors pour le moment, si on restait en l'état, Colton Herta 21ème sur une première qualification de F2, je me doute que c'est pas forcément complètement représentatif de le voir derrière des pilotes comme Sian Shields, mais c'est pas très positif. Surtout que son erreur en essai libre, c'est pas comme si c'était un problème mécanique, c'est un crash, c'est de sa faute. Voilà, bon, pour le moment, début de carrière, j'allais dire début de carrière européenne compliqué, mais c'est en Australie. Mais bon, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire dans un championnat européen, en tout cas de la pyramide des formules de promotion monoplace européenne. Pour le moment, c'est dur pour Colton Herta. Tout le monde est rentré à la voie des stands.
Sebastian Pufasa n'est pas allé bien loin. Alors qu'on voit Juan Pablo Montoya, tiens, le paternel de Sébastien Montoya, qui peut être pour l'instant satisfait du début de qualification de son fils. 5e. Sébastien Montoya qui a d'ores et déjà battu son coéquipier, vu que son coéquipier, Mari Boya, le jeune pilote Aston Martin, est sorti dans les graviers, a même tapé le mur. Et les pilotes repartent pour des nouveaux tours. J'espère qu'il va rester dernier, tiens. Excellent 4, t'as pas l'air d'apprécier beaucoup Colton Herta, est-ce que je me trompe? Alors parmi les grosses surprises, on va dire, pour le moment de ce début de qualification, c'est de voir, bon, Herta 21e forcément, Mini 19e, même si je pense qu'il y a eu pas mal de... MP avait l'air de travailler sur des problèmes mécaniques. Alex Dunn 15e, mais il a vu l'un de ses temps annulé pour track limits. C'est surtout ça pour le moment, les principales surprises. Et devant, j'ai envie de dire pas tant de grosses surprises que ça. J'ai envie de dire peut-être les ART 6e et 7e qu'on n'attendait pas à pareille fête. Mais la qualification est encore longue, il reste 11 minutes. La piste s'améliore, les voitures ont de moins en moins d'essence aussi. Donc ça devrait aller normalement de plus en plus vite. Stenson pas mal, ouais, clairement. On l'avait peut-être un petit peu oublié. On rappelle qu'il a déjà fait 3 manches en Formule 2, pilote norvégien en toute fin d'année. La première avait été avec Trident à Bakou, il avait été absolument exceptionnel et avait joué la victoire, joué les podiums avant d'abandonner. Et les 2 dernières manches, il les a faites chez Rodin, et chez Rodin c'était un peu plus compliqué, donc peut-être qu'on l'a un petit peu oublié, mais Stenson est bien là pour le moment. Stenson qui d'ailleurs comme Ugo Choukou fait partie des pilotes qui ont été relâchés par McLaren. Donc Stenson est de nouveau un pilote libre et indépendant. Tous les pilotes sont sortis de la voie des stands, sauf pour le moment Ritomo Miyata, le pilote high-tech, coéquipier de Colton Herta. Champion Super Formula, Super GT, Ritomo Miyata qui est le doyen de cette grille et qui attaque sa 3e saison avec un petit podium dans les pattes, hein, donc c'est très loin des attentes que Toyota avait placées en lui. Il a été largement battu par Zayn Maloney et par Victor Martins, la première année chez Rodin, la deuxième année chez ART. À voir ce qu'il peut faire maintenant, une 3e année chez Hightech, Hightech qui a joué le titre, on va dire, avec Luke Browning. Attention, il y a un drapeau jaune, c'est Gabriel Emini. Alors ça par contre, ça paraît plus mécanique, et je pense que c'est le même souci que ce qu'il a eu en début de séance, sur quoi s'affairaient les pilotes, les mécaniciens MP, et le même problème qu'il a eu en essai libre, c'est un problème qu'il a poursuivi toute la journée. Les saisons se suivent et se ressemblent pour Gabriel Emini qui va devoir abandonner et même peut-être provoquer un drapeau rouge. En soi, il est pas sur la trajectoire, mais drapeau rouge. Bon, eh bien, eh bien, trophée Mechachrome inversé, bah oui. Je pense que Gabriel Emini a récupéré le chat noir de Victor Martins. Même si, en vrai, déjà, dès l'an dernier, il se le partageait un petit peu déjà. On en parlait moins parce que Gabriel Emini n'est pas français, mais Gabriel Emini, en termes de chance, depuis son arrivée en F2, c'est compliqué. Alors, on voit ce qui s'est passé pour Gabriel Emini, mais je pense qu'il a juste perdu de la vitesse. Ah bah, on voit. C'est quoi, il n'arrive pas à changer la vitesse? J'ai l'impression qu'il est bloqué. J'ai l'impression que sa boîte de vitesse est bloquée. Là, il est bloqué en 3e, par exemple. Non, il arrive à rétrograder. Bon, surtout que j'avais pas mis le son, donc j'ai du mal à comprendre exactement. I don't have any words, mate. I will just scream inside my helmet without letting you hear. Oula, ouais, Gabriel Emini qui est excédé par ce début de cette qualification et ce début de saison en F2, et c'est d'autant plus frustrant quand on voit le rythme qu'il avait en essai libre, où il a signé quand même le meilleur temps avec 4 dixièmes d'avance, on le rappelle. Une nouvelle saison compliquée pour un junior alpine en F2, ouais.
Et c'est toujours les pilotes qui n'amènent pas beaucoup d'argent. Gabriel Imini, qui est l'un des derniers vestiges de l'ancienne Académie alpine, on va dire. L'Académie alpine qui est devenue de plus en plus autonome financièrement pour un peu traumatisé par l'affaire Piastri où ils avaient investi beaucoup de millions sur lui pour qu'au final il change d'équipe et parte chez McLaren. Donc ils suivent un petit peu le schéma Ferrari en recrutant des pilotes qui apportent beaucoup d'argent. Et ces pilotes qui apportent beaucoup d'argent, les excédents les excédents financiers de cette académie permettent de financer un ou deux pilotes. C'est notamment le cas de Gabriel Mini, ce fut le cas de Victor Martins. Voilà, chez Ferrari, c'est le cas notamment de Tuka Taponen. Euh, voilà, donc c'est des pilotes qui sont les pilotes qui n'amènent pas de budget dans des académies comme ça, c'est des pilotes qui ont deux fois plus l'obligation de performer que les autres. Donc on peut comprendre pourquoi Gabriel Mini est aussi dévasté et excédé hein, par la situation. Ses mots à la radio parlent pour lui, mais il s'en sort pas. Il s'en sort pas, Gabriel Mini, et c'est pas de sa faute. Et le chrono se bloque pas pendant le drapeau rouge? Eh bien, visiblement non, parce que pour la simple et bonne raison que c'est aussi le souci de la F3 et de la F2, vu que c'est en support de la F1 a la priorité surtout. Non, je pense que le chrono continue, hein. Le chrono continue, alors il reste 5 minutes 28. Ne tenez pas compte de ce qui est affiché sur le live timing à l'écran. Il reste 5 minutes 22. Euh, mais tout simplement, bah, il faut préparer le circuit pour les Formule 1. Donc à partir d'un certain moment, on ne tient plus compte du... Enfin, au bout d'un moment, même en situation de drapeau rouge, on continue le chrono. Donc en l'état, là, Nicolas Tsolov, il va juste espérer que ils prennent le plus de temps possible pour évacuer la voiture de Gabriel Mini, mais je pense que ça devrait être assez rapide quand même. Et Colton Herta, 21e, va espérer de son côté qu'ils évacuent très vite cette voiture, parce que là, vraiment, on se dirige vers une fin de qualification. Hein. 4 minutes 40, le chrono continue de s'égrener, parce qu'il faut préparer, parce que voilà, il y a la deuxième séance d'essai libre 1 qui arrive ensuite. Au premier red flag, il s'est coupé. Oui, mais à un certain moment, enfin, j'ai plus les termes exacts, mais je dis peut-être des ordres de grandeur un petit peu bêtes, mais on va dire qu'une qualif de F2 ne peut pas faire plus de 45 minutes, on va dire, grosso modo. Alors, je suis mort. La direction de course qui a noté un incident. Pour Gabriel Mini, il a causé un drapeau rouge. C'est noté. C'est noté. Tu es fautif, Gabriel Mini, ce n'est pas bien. Bref. Donc malheureusement, c'est assez classique. Donc autant pour le premier drapeau rouge, ils avaient pu stopper le chrono, mais au bout d'un moment, bah, le temps continue et la F1, la séance d'essai libre de F1 se rapproche et voilà, c'est pour ça que le chrono continue de filer sur ce deuxième drapeau rouge. Il y a une certaine tolérance pour que la F2 dépasse les 30 minutes réglementaires du début de séance, mais au bout d'un moment, bah voilà, il y a la F1 qui passe après. Ils vont dire qu'il faut préparer la procédure de F1. Ouais, on va dire ça comme ça, mais a priori, la qualif va reprendre avec 3 minutes 12, 3 minutes 11 restantes. Ça va repartir et ça risque d'être le chaos. Ça risque d'être le chaos hein, pour cette fin de séance. Oh là, tout le monde attend. Oh, l'image est belle. Voilà, tout le monde attend. Et c'est bon, le drapeau vert est agité. Et ça va être un embouteillage monstre. Et on risque d'avoir que des pilotes qui se gênent un petit peu partout. C'est les Rodin hein, qui ouvrent le bal, suivi de la Prema de Montoya, de la Prema Rescapé, suivi de la MP Rescapé d'Oligote, des Dams, des Campos, des Hightech, des Invicta, des Trident, de une seule Van Amersfoort, des X, des ART. Bon, même la deuxième Van Amersfoort est également partie.
Bon, je ne sais pas si on aura beaucoup. Certains pourraient prendre le drapeau à damier ou ça passe. Je pense que certains vont prendre le drapeau à damier. Genre par exemple, typiquement Raphaël Villagomez, qui est sorti en tout dernier de la voie des stands, il y a moyen qu'ils prennent le drapeau à damier. Maintenant, enfin surtout, là ils vont devoir un petit peu bombarder pour chauffer les gommes rapidement. Je pense que tout le monde peut, enfin presque tout le monde en tout cas, peut prendre, peut aller démarrer un tour, mais dans quelles conditions, je ne sais pas. Même si là, c'est là où la piste est le, la piste est le mieux qu'elle n'ait jamais été. Il y a le moins d'essence dans les voitures. C'est normalement le moment parfait pour claquer la pole. Mais je suis pas sûr que la procédure de chauffe des gommes soit idéale. Évidemment, il y a de la tension hein, dans le muret des stands de Campos. Parce que là, Tsolov a frappé un grand coup quand même dans cette qualification. Ouais, on voit Alex Dunn, qui était le premier à sortir de la voie des stands, va déjà s'élancer pour son dernier tour, sa dernière tentative. Alex Dunn qui est 15e, donc il doit absolument se sauver, au moins se mettre dans le top 10. En F3, on a inversé le top 12. En F2, on inverse le top 10 pour la course sprint à grille inversée. Oh, attention, beaucoup d'attaques et beaucoup de corrections de volant pour Alex Dunn, là, dans ce premier enchaînement de virages. Il en donne beaucoup, là, le pilote irlandais, mais qui est un petit peu dos au mur, à voir si cette stratégie agressive va payer pour Alex Dunn. Premier secteur en amélioration, c'est derrière Tsolov, mais c'est un bon premier secteur quand même pour Dunn. Martinus Stensson qui améliore, qui est en violet, là dans le premier secteur, en 30.8. Et Alex Dunn, en tout cas pour le moment, c'est assez efficace, même si Stenson est plus rapide après deux secteurs. Pour le moment, Stenson est plus rapide que Tsolov. Montoya aussi est plus rapide que Tsolov, ça se joue à quelques millièmes. Pour le moment, l'homme le plus rapide en piste est Martinus Stenson. Le drapeau à damier est agité. Et maintenant, ça va se jouer jusqu'à la fin. Tout le monde a pu partir pour un dernier tour, même Raphaël Villagomez. Alex Dunn va être le premier à prendre le drapeau à damier. Il devrait se sauver en tout cas de cette 15e place et remonter dans le top 5, peut-être, en tout cas peut-être à la deuxième place même pour Alex Dunn. Et c'est même le meilleur temps. Énorme dernier secteur. Énorme dernier secteur, mais c'est directement battu par son coéquipier Martinus Stenshorn. On va voir Sébastien Montoya qui va passer sur la ligne. Ah, c'est une très faible amélioration. Pour Montoya qui reste 5ème, Oligoet qui passe au 3e rang. Attention, Dino Beganovic, le pilote Ferrari qui va signer le meilleur temps, 2 dixièmes d'avance sur la rodine de Stenshorn. Attention à Bilinski, très bon 6ème. Noël Léon qui passe 4ème. Van Eupen, Tsolov qui s'est complètement manqué. Tsolov qui s'est complètement manqué, qui est 5ème. Raphaël Cabarra seulement 6ème. Durksen qui monte au 8ème rang. Mais qu'est-ce qui oh Villa Gomez, oh Villa Gomez. Non, attendez, c'est Villa Gomez? Oui, c'est Villa Gomez là qui a sauté un petit peu tout le monde et qui a gêné les derniers pilotes. Et est-ce qu'il a gêné Colton Herta aussi? Je ne sais pas. En tout cas, ouais, Villa Gomez qui a été très incisif hein, dans son tour pour doubler certains pilotes. Et il en a eu que faire du gentleman agreement. Oh, Sébastien Montoya qu'on a trop donné hein, sur le dernier secteur. Ah oui, oui, qui était clairement à la dérive sur tous les derniers virages. C'est pour ça qu'il a perdu autant de temps et qu'il est 15e. Et je... ouais, il a perdu énormément de temps. Ouais, pas du tout Gentleman Villa Gomez, non c'est sûr, après le temps jouait un petit peu contre lui. Bon, qu'est-ce que ça donne cette qualification au final? Alors Colton Herta s'est un petit peu sauvé, 14e. 14e d'ailleurs avec le meilleur deuxième secteur absolu. Bon, c'est principalement des lignes droites, mais au moins il est 14e. Bon, c'est à des années-lumière je pense de ses attentes et il est battu par Ritomo Miyata. En attendant, c'est une nouvelle pole position française, de l'équipe française en tout cas, Dino Beganovic. Ah oui, là, ah oui, Canal, ils ont pas le temps, ils ont déjà coupé. Dino Beganovic qui est en pole position. Très belle qualif de Beganovic qui est peut-être en train de se muer en candidat au titre vraiment. On a ensuite les deux rodines de Stenshorn et de Dunn, les deux campos de Leon et de Tsolov dans cet ordre. Qu'est-ce qu'a fait Tsolov dans son dernier tour? Est-ce qu'il s'est vu un petit peu trop beau peut-être, je ne sais pas.
Ensuite, on a Raphaël Camara, 6e, Maini 7, belle perf d'ART hein, qui met les deux voitures dans le top 10. On a Goethe, Durksen et donc Intra Poufazak 10. Et donc, on va avoir Intra Poufazak en pole position pour la course à grille inversée. Franchement, bravo. Van Eupen 11, c'est pas mal pour un pilote Trident, 11e, même si c'est la place la plus frustrante sur la grille de départ, la 11e place. Bilinski, 7ème ligne des high-tech, Miyata et Herta, quand on voit ce que faisaient Browning et Beganovic la saison passée, c'est pas vraiment aux attentes, on va dire, même si Colton Herta a failli partir 21ème, on va dire que c'est mieux que rien. Sébastien Montoya, Villa Gomez, Bennett, Emerson Fittipaldi, Nicolas Varone, c'est des débuts en F2 compliqués pour le pilote argentin. Euh, voilà, 5 dixièmes de Villa Gomez. On a ensuite Sian Shields et donc les deux victimes de cette qualification, Gabriel Emini sur problème mécanique et Marie Boya sur crash en début de séance. Bon, euh, intéressant parce que je pense vraiment que Beganovic avec Dams, il peut faire des belles choses. On a vu vraiment une belle courbe de progression sur la saison 2025 avec Hightech. Et là, il rejoint Dams qui a été quand même assez forte l'an passé avec Crawford qui a été vice-champion. Je classe personnellement Beganovic au-dessus de Crawford. Donc en vrai, il y a peut-être un truc à faire pour Beganovic. Voilà, maintenant, la pole position à Melbourne. Tiens d'ailleurs, petit instant statistique. L'an dernier en F3, celui qui avait fait la pole, c'était le champion, c'était Raphaël Camara, donc on espère que ça a apporté chance à Théophile Nael, bien entendu. Par contre, en F2, celui qui avait fait la pole, c'est à Melbourne. L'an passé, c'était Gabriel Emini qui avait fait le meilleur temps des qualifs, qui avait reçu une pénalité, et au final, ça avait été Victor Martins qui avait récolté les points de la pole position. Bon, au final, aucun des deux n'a été en mesure de jouer le titre. Donc voilà, la pole à Melbourne ne veut pas forcément dire toute la vérité de la saison, mais c'est des petites statistiques à avoir en tête quand même. Beganovic, sa Ferrari Driver Academy, elle est anecdotique, tu penses? J'ai du mal à voir un monde où on arrive à voir Beganovic en F1. Même dans l'hypothèse où il arrive à gagner la F2, j'ai du mal à voir genre Ferrari faire le forcing pour le mettre chez Haas. Quand on sait que Toyota a de plus en plus d'influence dans les décisions de Haas, je pense qu'il faudrait vraiment. Enfin, Ferrari pourrait placer un pilote, mais déjà, il faut qu'il y ait une place. Il faudrait que Berman saute ou monte chez l'équipe principale. Euh, il faudrait. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que je vois pas Ferrari placer Beganovic parce qu'il a juste fait une bonne saison de F2, en sachant que l'an passé il s'est fait battre par Browning, alors que les deux, enfin, il était rookie, Browning aussi. En F2, en F3, pardon, les deux saisons qu'il a faites, elles sont moyennes, hein, moyennes. Il est battu par ses coéquipiers, donc on verra. Durksen avait gagné la seule course de Melbourne 2025 et là il part 2 en sprint. Oui, c'est vrai, on rappelle que la course principale avait été annulée à cause de la pluie à Melbourne le dimanche. Et là il part 2 en sprint, bah écoute, il peut faire peut-être le doublé encore, hein. Si Camara a besoin d'une année supplémentaire, mais bon, ça voudrait dire que probablement Berman monte et avoir un Camara Beganovic alors que Toyota prend de la place. De toute façon, il n'y aura pas deux pilotes Ferrari. Il ne peut pas y avoir deux pilotes Ferrari chez Haas, ça n'aurait aucun sens. Déjà, s'ils arrivent à mettre un pilote Ferrari encore, c'est déjà pas mal, mais alors deux pilotes Ferrari, j'y crois pas. Maintenant voilà, Beganovic, il va devoir faire bien plus qu'une pole de F2, car pour le moment, dans l'esprit des décisionnaires de Ferrari, je pense que il cote Camara bien plus haut, je pense à raison, même si en l'occurrence, là sur cette qualification, Dino Beganovic a été tout simplement meilleur que Rafael Camara, seulement sixième, on va dire, mais en tout cas, il a sauvé le principal, le pilote brésilien quand même, qui partira cinquième de la course sprint, sixième de la course principale. On sait qu'en course principale, il peut se passer des choses. Il y a des arrêts au stand, il y a des stratégies qui peuvent entrer en ligne de compte, il y a des safety cars qui peuvent aussi rebattre les cartes. Voilà. Non, la course principale de l'an dernier avait été annulée parce que Martin savait la pole. Ouais, ça doit sûrement être ça. Ça doit sûrement être ça. Bon, écoutez, je suis explosé. Je suis explosé,
Ça fait quoi? Ça fait plus de 22 heures que je suis éveillé. Au bout d'un moment, je pense qu'il est l'heure pour moi de me retirer. Merci d'avoir été aussi nombreux pour et aussi actifs pour suivre ensemble ce live au bout de la nuit. Cette première pole position française de la saison. Franchement, pas de regret, hein. Franchement, pour suivre ensemble une première pole position française, pas de regret. Euh, voilà, il va y avoir des choses très intéressantes à dire. Les prochains rendez-vous, c'est quoi? On va un petit peu se reposer quand même sur la journée qui arrive. Il va y avoir les courses sprint durant la nuit de vendredi à samedi. On ne va pas les suivre en direct. Je vais faire un petit récap sur YouTube qui sortira vers midi à peu près. Mais par contre, sur Twitch, on se donne rendez-vous samedi à 22h30 pour suivre ensemble les courses principales de F3 puis de F2. La course principale de F3 est à 22h50. C'est un horaire quasi humain, ce qui est assez étonnant pour Melbourne. 22h50. Et puis ensuite, je crois que la F2, on enchaînera avec la F2 juste après à 1h20 du matin, quelque chose comme ça. Mais donc voilà, on se retrouve samedi soir à 22h30. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Je vous souhaite à tous une bonne fin de nuit, ou plutôt devrais-je dire une bonne journée, une bonne matinée. Je vous souhaite à tous, voilà, bonne matinée, bonne journée, bon week-end, bonne séance d'essai libre 2, hein, pour ceux qui continuent à 6h du matin. Et voilà, bisous.